Boule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Marilyn Hérault. Bonjour à toutes et à tous, il est 11h03 sur Sud Radio, on est en direct, on est le samedi 10 septembre et c'est parti. On va rouler des mécaniques pendant 2 heures dans On parle auto comme chaque samedi et dorénavant c'est de 11h à 13h et toujours avec Jean-Luc Moreau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Marilyn, Comment la petite allez-vous ? nouvelle, on va peut-être préciser à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que Laurence a eu des problèmes familiaux cette semaine. C'est pas le décès de la reine d'Angleterre mais c'était un décès dans sa famille. En tout cas, donc, ce qui explique très fort à elle. Votre présence, mais une semaine de chamboulement, parce que l'arrivée de Charles III, Laurence qui n'est pas là, Bastien, notre réalisateur, qui a loupé son permis de conduire. Bref, ça lui fait mal qu'on en parle. C'est beaucoup de tristesse cette semaine et un peu de bonheur de vous avoir avec moi, Marilyn. D'ailleurs, si on se mariait, vous seriez Marilyn Moreau. Excellent. Voilà. J'ai plus rien à dire, je suis sans voix. C'est la première fois qu'on me le fait, mais c'est vrai. Voilà. Marions-nous. On attend la fin de l'émission. On va attendre la fin de l'émission. Alors, entre-temps, ça va être plus terre à terre. On va parler contrôle technique. Contrôle technique de roue, ça va se faire ou pas Depuis le temps qu'on en parle, on verra ça avec notre invité. Ça fait un moment qu'on a des ordres et contre-ordres. L'essai de la semaine, ça sera extra, l'Opel Astra. Voilà. Pas Zeneca, mais l'Opel Astra 1,2 litre. 1,2 litre. Voilà. Ensuite, on va parler d'un dossier un peu sensible. Enedis semblerait vouloir remettre la main sur le marché de la recharge en copropriété. Et si ça se fait, c'est pas forcément une bonne chose pour les conducteurs de voitures électriques. Et puis on a plein d'autres rendez-vous. En tout cas, c'est sur Sud Radio, ça commence maintenant. On vous attend sur la page Facebook de Sud Radio ou bien au 0826 300 300 et par mail aussi à jeparticipe@sudradio.fr pour réagir ou nous poser des questions. Et n'oubliez pas de laisser aussi votre numéro qu'on puisse vous rappeler. Sinon, ça sert à rien. On vous attend. Et puis on vous attend aussi. On attend vos commentaires sur la page Facebook. On est en direct, alors n'hésitez pas à laisser des commentaires. D'ailleurs, sur le contrôle technique moto, si vous êtes motard, je crois que vous êtes motard en plus. Oui, je l'étais. Voilà, je vous expliquerai, je ne le suis plus. Bon, donc si vous avez des remarques, des commentaires à faire sur le sujet qu'on va traiter en premier, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, vous envoyez un message. C'est votre émission et c'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et on reçoit tout de suite pour ce premier rendez-vous avec le sujet brûlant et piquant du contrôle technique des 2 roues, c'est Laurent Palmier, PDG du réseau Sécuritest, groupe SGS, leader du contrôle technique en France. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Marilyn, bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurent. Alors c'est j'ai dit 2 fois, vous voyez, comme quoi j'en ai perturbé ce matin. C'est le feuilleton de l'été. Alors c'est un feuilleton qui dure depuis un peu plus longtemps que ça. Pas forcément un feuilleton sympathique. Parce que, alors, si on remonte au début, on va remonter à une directive européenne de 2014 qui préconisait, et non pas qui imposait la mise en place d'un contrôle technique pour les 2 roues. L'État français ne voulait pas s'y plier, donc il y a eu en fait un décret qui supprimait tout ça. Et puis il y a des associations qui sont montées au créneau. Le Conseil d'État est intervenu, a jugé qu'il fallait mettre en place le contrôle technique. Bref, on a entendu tout et n'importe quoi. Alors, on en est où aujourd'hui ? Peut-être préciser plus en détail ce que je viens de dire. La Commission européenne, on est d'accord, a demandé aux États membres d'essayer ou de mettre en place des mesures pour la sécurité des motos et le contrôle technique en fait partie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une directive européenne, ça prend souvent du temps à être transcrit en droit des pays. Celle dont on parle date de 2014. Donc l'État français avait jusqu'à la fin de l'année dernière pour mettre en place des dispositifs de contrôle technique pour les catégories qu'on appelle catégorie L, parce que finalement ça englobe les 2 roues, les tricycles à moteur et aussi les voitures sans permis qu'on évoque assez rarement, oui, c'est vrai. Qui elles aussi pour l'instant ne passent pas le contrôle. Vous avez raison, c'est un sujet qui revient. Enfin, moi je suis dans le contrôle technique depuis 20 ans et je le traite depuis 20 ans ce dossier, donc j'espère qu'un jour on arrivera à faire quelque chose de cohérent pour les usagers que vous êtes, parce que j'ai appris tous les deux, je sais que Jean-Luc est motard, mais Marilyn l'était. De même. Très bien. Je suis toujours motard, mais j'ai plus de moto. Bon, et ça fait très longtemps qu'on entend parler effectivement du contrôle technique pour les 2 roues. Oui, alors pourquoi est-ce que l'année dernière, pendant l'été, un décret d'application de cette directive est sorti. Il a très vite été évoqué par le plus haut sommet de l'État, puisque c'était le président de la République, qu'il n'était pas utile de mettre ça en œuvre rapidement. Donc le ministre délégué au transport de l'époque, Jean-Baptiste Djebbari, était intervenu sur les différentes ondes
pour évoquer le fait qu'il allait être mis en place des mesures alternatives. Les associations environnementales que vous avez évoquées rapidement qui s'intéressent aux émissions polluantes et aux émissions bruit sonores aussi, ont finalement saisi le Conseil d'État qui a émis deux avis, un avis au printemps en expliquant qu'il était indispensable de mettre en place le contrôle technique, et puis un avis quelques jours après l'abrogation du décret de fin juillet. C'est pour ça que les gens ont du mal à s'y retrouver. On estime, nous, que le décret a été abrogé parce que l'État avait connaissance de ce que le Conseil d'État allait indiquer. Et le Conseil d'État, pour lui, la question de fond n'était pas de dire contrôle technique ou pas. La question de fond était de dire, vous ne devez pas attendre le 1er janvier 2023, puisqu'il devait déjà être mis en place au 1er janvier 2022. D'accord. Donc on a entendu parler de la date du 1er octobre 2022, c'est-à-dire demain. Alors est-ce que demain, au 1er octobre, on va avoir, oui ou non, la mise en place d'un contrôle technique moto ? Est-ce que déjà, c'est faisable techniquement ? Non, ben non. Alors ça, c'était l'avis justement du Conseil d'État de dire ça ne peut pas attendre janvier 2023, ça doit être mis en place en octobre 2022. Bon, évidemment, c'est pas possible. Il faut former les gens pour le contrôle technique moto. Il faut des centres qui soient dédiés, parce que tous les centres ne feront pas du contrôle technique moto dans l'hypothèse où il y ait vraiment un contrôle. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on en est. Aujourd'hui, on a un décret qui est sorti fin juillet, qui a abrogé le précédent. Donc au moment où on se parle, il n'y a plus de contrôle technique moto de prévu. Et c'est pourquoi Clément Beaune, qui... le ministère des Transports actuel, on va faire simple. Voilà, a repris le ministère des Transports, a prévu de se rendre là, tout début septembre, auprès de l'UE, pour proposer des mesures alternatives à ce contrôle technique. Et pourquoi est-ce que la France est contre le contrôle technique des motos ? Ça se passe comment dans les autres pays en Europe ? Il y a 20 des 29 grands pays européens, enfin des 29 pays européens qui ont mis en place le contrôle technique moto. Ça existe depuis la fin des années 50 en Autriche. Ça existe depuis 1982 en Espagne. On est finalement le dernier grand pays à refuser la mise en œuvre pour des questions que je peux comprendre, c'est-à-dire que les motards vivent ça comme une contrainte additionnelle à ce qui peut leur être proposé tout au long de la route, c'est-à-dire quand on leur demande des équipements spéciaux, Laurent, je ferai deux catégories, parce qu'on dit les motards. Alors il y a les motards qui roulent avec des motos qui sont en général bien entretenues. Bien sûr, tous les jours. Et puis il y a les usagers de roues, principalement urbains, qui ont souvent des scooters, alors qui sont dans des états épouvantables. Et entre ces deux catégories, il y a quand même un gros delta. Moi, je suis motard. Mais je n'ai jamais eu de moto avec des pneus lisses. J'ai jamais eu de moto qui n'avait pas de frein, alors que je vois des scooters circuler dans un état lamentable. Bien sûr. Alors, nous, on ne veut pas stigmatiser les uns par rapport aux autres. On rappelle simplement par voie de comparaison, puisqu'on fait du contrôle technique en France depuis 30 ans, puisqu'il a été mis en 92 en place pour la voiture en France. On fait du contrôle technique depuis 30 ans. On a un parc physiquement qui semble être en meilleur état. Oui. Mais qui a vieilli quand même. Oui, qui a vieilli. Mais pour autant, les problèmes ne sont pas liés à un vieillissement. Tous les problèmes qu'on rencontre sont toujours liés à des problèmes d'entretien, puisqu'on met toujours à peu près 20% des gens que l'on rencontre en contre-visite, enfin leur véhicule en contre-visite. Et il y a un élément que les gens n'ont pas en tête jusqu'alors, c'est que depuis le 20 mai 2018, on a vu une défaillance critique arriver. Alors on va préciser la défaillance critique. J'arrive avec une voiture qui a plus de frein, qui a des pneus lisses par exemple, et je n'ai plus le droit de circuler le jour suivant le contrôle technique. Ça veut dire que normalement, le soir même, j'ai plus le droit d'utiliser mon véhicule. Voilà. Alors quand ça a été mis en place, on pouvait douter de l'usage de ce genre d'opération. Mais finalement, avec le recul, nous on a repris nos chiffres pendant l'été. Au niveau de la profession entière, on contrôle 25 millions de véhicules par an. On a mis 400 000 véhicules en défaillance critique entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2022. Donc des véhicules, on est d'accord, dangereux. Dans une dangerosité maximale et pour l'usager lui-même et pour les gens qui croisent. Donc ceux qui disent le contrôle technique ça sert à rien, au moins en matière de sécurité, là, on a pu, ça fait mal. Évidemment que ça sert à quelque chose, puisque là, je vous l'ai dit, c'est sur un parc que l'on contrôle depuis 30 ans. Donc demain, si on mettait en place le contrôle sur un parc qui n'a jamais été contrôlé,
je ne mets pas en doute qu'il y a un grand pourcentage de gens qui sont très scrupuleux de l'état de leur machine, mais pour autant, on détecterait immanquablement des gens qui se mettent en situation de risque. Et donc, vous savez, je vous le rappelle, mais il y a près de 600 morts en moto par an en France. C'est 22 fois plus que les automobilistes, et vous le savez. Oui, comparativement au nombre de véhicules, au nombre de kilomètres parcourus, oui. Alors, on entend en permanence que c'est lié à du comportemental et que c'est lié essentiellement aux autres, bien sûr. Mais si même ce fameux pourcent que j'évoquais était prévenu de l'état de son matériel, on éviterait quand même de l'accidentologie. Et puis, il y a un autre sujet sur le contrôle technique, c'est que on sécurise la commercialisation des motos. C'est-à-dire que Marilyn veut s'acheter une nouvelle moto, pas forcément neuve. Oui. Aujourd'hui, elle n'a rien. Ouais, qui lui garantit l'état du véhicule. C'est vrai. Alors qu'en automobile, 20% de nos activités de contrôle technique par an correspondent aux transactions. Donc il y a un choix politique. Bon, il y a un choix un peu politique qui nous étonne, mais malheureusement, Clément Beaune, il reprend ce dossier en arrivant au ministère des Transports. C'est certainement le plus pertinent sur le sujet européen, puisqu'il le suit, il le traite depuis des années, et c'est à lui qu'on demande de ne pas appliquer une directive. Donc c'est un petit peu curieux, et donc on attend, nous, de voir quelles sont les alternatives au contrôle technique, parce que finalement, ce qui est proposé aujourd'hui, à mon sens et à notre sens, ce ne sont pas des mesures alternatives, ce sont des mesures complémentaires, à savoir une formation différente au niveau du permis de conduire. Oui, mais ça ne concerne pas ceux qu'on leur permis depuis des années. Donc c'est que les nouveaux accédants aux deux roues. Une amélioration des infrastructures routières. Et là, je pense que Jean-Luc, vous en parlez depuis des années. Là, il y a du boulot à faire. L'état de la chaussée, partout. Et donc, vous voyez que ce sont des points qui sont évidemment complémentaires et additionnels, mais qui ne sont pas alternatifs au fait de contrôler une moto ou une voiture sans permis ou un scooter. Ça n'a pas de sens. Évidemment. Alors, pour résumer, Laurent Palmier, pas de contrôle technique moto à l'horizon pour le moment. Voilà. Il faudra que les mesures alternatives qui seront proposées par la France à l'UE soient aptes à convaincre l'Union. Et en plus, si l'UE est convaincue, il faut qu'elle soit mise en œuvre et assez rapidement, parce que vous avez vu que, et c'est pas nous en plus qui le demandons, parce que pour nous, le contrôle des motos, c'est un micro-marché. En imaginant même qu'il y a 1 million de véhicules à passer par an, il y a 6600 centres de contrôle, ça veut dire que chaque centre ne contrôlerait même pas un 2 roues par jour. Donc c'est vraiment pour nous pas le fond du problème. Mais en tout cas, il faudrait que les mesures qui sont pour l'instant nommées alternatives soient efficaces à terme. D'accord. C'est ça le sujet. Donc en fait, il va y avoir une réunion à Bruxelles, j'imagine, et de cette réunion, on saura si oui ou non la France mettra en place, dans un avenir plus ou moins lointain, contrôle technique, mais pour le moment, c'est pas prévu. Exactement. Merci beaucoup. Merci Laurent Palmier. Laurent Palmier, je rappelle que vous êtes PDG du réseau Sécuritest, groupe SGS, leader du contrôle technique en France. Merci et passez un très bon week-end. À suivre dans On parle auto, c'est vous qu'on accueille sur l'antenne au 0826 300 300 si vous voulez parler d'un sujet, poser une question. Notre super expert automobile Jean-Luc Moreau est là pour vous. N'hésitez pas une seule seconde, on vous attend avec grand plaisir et par mail aussi. Je participe @sudradio.fr. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Marilyn Hérault. Il est 11h20 sur Sud Radio, on est en direct dans On parle auto jusqu'à 13h avec Jean-Luc Moreau, notre expert automobile. Et dans quelques instants, on parlera avec notre invité de la recharge des voitures en copropriété et Enedis qui a décidé de s'en mêler. On verra ça. Puis de s'en mêler, on pourrait même le mettre en un seul mot d'ailleurs. Ah oui, pas mal. Et puis on aura aussi votre essai de la semaine, Jean-Luc, c'est l'Opel Astra 1 litre 2. C'est le moment aussi de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent. Il y a Stéphane, Tony, Alphonse sur Facebook qui nous envoient des messages. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes déjà très très nombreux. On vous en remercie. Et puis tout de suite, on accueille un auditeur, c'est Michel. C'est Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes au bord de la mer, Michel ? Non, pas vraiment. C'est un festival. Les blagues à 2 francs, voilà. Je dis 2 francs parce que c'est des blagues anciennes, c'est pour ça. Mais c'est du CFA, non, c'est ça, non En plus. On vous écoute, Michel. Eh bien, voilà. Donc ma question était, il y a bien sûr quelques années, j'avais fait l'acquisition d'une des premières Audi TT.
le modèle Oui. en 180 chevaux. C'est une voiture qui m'avait toujours plu. Après, j'avais dû en changer. Et je voulais savoir si aujourd'hui, ce type de voiture est intéressant à acheter et quels sont les modèles, peut-être qu'il y a des modèles qui pourraient poser des problèmes de fiabilité. Donc, quel est un petit peu votre conseil pour un achat La pour une première voiture, Audi TT, elle est sortie, voilà. première Audi TT dessinée par un Français, tiens d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Luc Donkelvoort. Bon, Luc. Ouais. Luc, c'est bien. Mais il n'y a pas vraiment un nom français. Oui, je sais pas. oui, mais Ouais, bon, Luc, ça voilà, doit avoir voilà. raison Non, sur mais le Luc, poignet. on va retenir ça. 1998, donc elle n'est pas tout à fait encore en collection, mais par contre, je peux vous assurer que la toute première, ça sera un collector. Alors, il vaut mieux éviter en revanche, je ne sais pas de quelle année elle était à l'époque, votre 1,8 litre. C'est 99 ou 2000, moi, parce que... Alors, il vaut mieux prendre les modèles après 2000, parce que les toutes premières à haute vitesse, alors vous allez me dire aujourd'hui, où est-ce qu'on peut rouler à haute vitesse, à part sur les autobahns Nord-Deutschland. Voilà. Ouais. Les premières avaient des problèmes de stabilité à haute vitesse. Ça a été Oui, c'est pour ça résolu. qu'ils avaient rajouté Ils le avaient béquet à rajouté l'arrière, un béquet, voilà. ouais. Et puis ils avaient modifié en fait le train arrière. Ils ont modifié le train arrière et rajouté un Ah oui. béquet. Donc les toutes premières avaient ces problèmes de stabilité qui ont été résolus par la suite. Donc il vaut mieux prendre un modèle à partir de 2000. Alors il y avait deux motorisations, enfin deux niveaux de puissance qui étaient proposés sur le 4 cylindres, 150-180 chevaux. Vous étiez satisfait. Alors après, il y a la Quattro qui était aussi en 225 chevaux. Donc tout ça, bon, c'est vrai que c'est bien, mais aujourd'hui, vu que ce sont des voitures quand même qui sont un peu anciennes, pratiquement pour le même prix, si vous devez en reprendre une, prenez un V6, la 3 litres de Quattro. Franchement, Ah ouais. c'est top. Ça consomme pas beaucoup plus. Bon, ça consomme, allez, on va dire aux alentours de 12 litres. Alors ça paraît beaucoup dans la période dans Oui, mais laquelle c'est- on vit aujourd'hui. Ouais, Mais non, c'est pour globalement, rouler. on était déjà à 10-12 quand on faisait un Voilà, peu de vie ouais, avec. ouais, c'était faut ça. pas- C'est le 4 cylindres, c'est 10 litres. Le V6 4 roues motrices, c'est 12 litres. Et surtout, ce moteur, il a une sonorité absolument incroyable. Il est hyper fiable. Alors c'est une voiture qui est d'une très bonne fiabilité parce que c'était les organes de l'Audi A3. Il y a, alors évidemment avec le temps, il y a eu quelques pannes sur les turbos, les débitmètres. Jusqu'à 2001. Ouais, mais qui en a pas eu sur les turbos. Exactement. Quels que soient les modèles de voiture. Voilà, exactement. Sur les Quattro, il y a eu des problèmes de volant moteur, des vibrations. Et puis, sur tous les modèles, alors là, ça dépend du type de conduite, il y a des disques de frein qui pouvaient être un petit peu fragiles et qui risquaient de se voiler en utilisation très intensive. Voilà, c'est les seuls défauts. Donc, autant dire, pratiquement pas de défauts. Et on en trouve... aujourd'hui à des tarifs mais plus qu'abordables, et comme je vous dis, c'est le moment, parce que là on est dans le creux. Ouais. En fait, les véhicules deviennent des véhicules d'occasion. Ouais. Et puis, alors il y a ce qu'on appelle les Youngtimers aujourd'hui qui commencent à reprendre la cote, parce que autrefois ça baissait pendant 15-20 ans, vous aviez la cote de la voiture qui baissait. Alors sur les véhicules sportifs, ça s'arrête au bout d'une quinzaine d'années, même sur certains, la valeur reprend au-delà de 10 ans. Il y a même des voitures. J'ai vu l'exemple sur la 205 GTI. Complètement. Que j'ai eu également il y a très très longtemps, qui aujourd'hui devient un véhicule. Ah oui, vous voulez une belle GTI en état totalement d'origine, il faut compter 25 000 €, ce qui paraît complètement fou. Voilà. Complètement. Donc un TT aujourd'hui, c'est encore abordable, et comme je vous disais, ça sera un futur collector. La première série du TT. Est-ce que ce type de moteur, on peut le mettre à l'éthanol ou pas? Alors, est-ce qu'il y a vous allez fatalement. Ouais, non, vous allez. Parce non, que non. c'est un moteur ancien, donc Ouais. il y a des Non, mais difficultés là-dessus. c'est même pas ça. C'est même pas ça. Oui, alors c'est des moteurs anciens. Tous les véhicules d'avant 2000, il faut éviter de les passer à l'éthanol parce que les pièces du circuit d'alimentation n'avaient pas des matériaux qui pouvaient résister à l'alcool. Donc vous risquez d'avoir des fuites de carburant. Vous risquez. Enfin, voilà, faut pas prendre ce risque-là. Et puis il y a surtout un autre paramètre, c'est que ça va être une voiture qui est quand même un peu ancienne, qui va être kilométrée, et passer à l'éthanol sur une voiture qui est très kilométrée, c'est pas conseillé du tout. Donc moi, et vous allez pas faire, poser la question, vous allez pas faire 25 000 km par an de toute façon avec. Donc, non, mais ça c'est une voiture que je vais prendre pour sortir et pas pour aller en ville. Exactement. Donc vous continuez à rouler. Alors au super samplon 98.
Hein, je vous le conseille. Comme vous n'allez pas rouler souvent avec, les gens n'y pensent pas, mais mettez ce qu'on appelle un stabilisateur de carburant. Ce qui vous permet, parce que les carburants modernes aujourd'hui se dégradent très vite. C'est quoi ce stabilisateur? Super Samplon 95 E10, au bout de 3 mois, il commence à perdre de ses qualités. Au bout de 6 mois, il a perdu franchement de ses qualités. Ah ouais? Au bout d'un an, vous risquez de ne pas pouvoir démarrer. Alors, c'est ce qu'on a pour les véhicules agricoles en fait. Exactement. Vous savez, c'est dans le motonautisme et les véhicules agricoles que c'est pour ces engins-là que les stabilisateurs ont été mis au point. Donc ça stabilise, ça évite au carburant de se dégrader trop vite. Donc quand on a des véhicules de collection qui vont rouler principalement l'été, et ben quand vous faites le plein l'hiver, alors on fait toujours le plein avant de l'arrêter l'hiver. Pourquoi? Parce que il y a moins d'air dans le réservoir, et moins d'air, c'est moins d'oxydation du carburant. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais oxydation. C'est moins d'oxydation du carburant. Au moment où vous faites le plein, vous rajoutez un stabilisateur, et quand vous redémarrerez au printemps, il n'y a aucun problème. Neuf. Voilà. Bon. Oui, il y aura pas. L'essence n'aura pas perdu. Donc je vous conseille un V6, Michel. Bon ben voilà. Super. Vous savez ce que vous avez à faire. Absolument. Et là, on va se mettre en chasse. Bon achat, Michel, et passez un très bon week-end. Merci Michel. Au revoir. Au revoir. Il est 11h27 sur Sud Radio. On est toujours en direct jusqu'à 13h dans On parle auto. Dans quelques instants, Jean-Luc, vous allez nous faire découvrir l'essai de la semaine. Et ce sera l'Opel Astra 1,2 litre. On est sur Sud Radio. À tout de suite. Restez avec nous. Et on prend le volant à 11h30 sur Sud Radio. Et cette année encore, vous allez pouvoir retrouver l'essai de Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio. Alors vous tapez Sud Radio essai et vous tombez dessus. C'est facile, c'est très chouette. Donc allez-y, même si vous n'avez pas le permis. Il n'y a pas de risque. Et c'est super à voir. J'y suis allée hier. Et si vous n'avez pas le permis, c'est pour Bastien. On a compris. Non, là vraiment, le pauvre, je suis de tout cœur avec Bastien. Actuellement, je pleure. Mais non, je vais le prendre en conduite accompagnée s'il veut, comme ça il l'aura. Et puis si vous voulez revoir toute l'émission aussi, vous tapez Sud Radio, On parle auto et vous êtes arrivé à destination sur la page YouTube. Et aujourd'hui, l'essai de la semaine, Jean-Luc, vous nous parlez de l'Opel Astra 1,2 litre. Oui, c'est la 6e génération de la familiale compacte du constructeur allemand. Opel, vous le savez, est dans le giron de Stellantis. Stellantis, c'est un groupe franco-américain qui est constitué de PSA puis de Chrysler Fiat, voilà. La plateforme, donc ça ne paraîtra pas étonnant, est la même et les moteurs sont les mêmes que ceux de la Peugeot 308. Oui. Voilà, c'est une voiture, alors pour situer, 4,37 m de long, elle est sexy. C'est l'avantage. Ouais, elle est plutôt jolie, des lignes tendues, dynamiques, avec la nouvelle signature de la marque, ce qu'Opel appelle le visor, qui se trouve à l'avant. C'est un bandeau noir qui est entre les feux avant. C'est assez joli. Des feux qui utilisent d'ailleurs la technologie LED. Alors elle est belle. Quel que soit, le visor, on le voit pour ceux qui ont ceux qui sont en direct, on la voit, elle est belle. La télévision, ils ont ça, voilà. Alors elle est belle en plus, quel que soit l'angle sous lequel on la regarde, même de derrière, elle est jolie. Comme la 308, en revanche, l'espace aux places arrière est assez peu généreux, c'est la même plateforme, donc c'est normal. En revanche, vous avez un coffre qui est correct, 422 litres jusqu'à 1139 litres pour ce modèle purement thermique, parce qu'il existe des versions hybrides rechargeable. Alors on a des jolies jantes, vous le voyez si vous regardez la vidéo, des jantes de 18 pouces sur cette version haut de gamme, c'est une version Ultimate. Fausse bonne idée parce que c'est des pneus, alors certes c'est des très bons pneus Michelin, mais ce sont des pneus sportifs, taille basse, et c'est particulièrement, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça peut se montrer inconfortable sur des routes qui ne sont pas parfaitement lisses. C'est un des seuls vrais défauts de l'auto. Alors dans le même esprit, on a à l'avant des sièges sport, à l'assise un peu ferme, une belle présentation intérieure, des matériaux de bonne facture. C'est moins high-tech qu'une Peugeot 308, mais il y en a qui vont aimer parce qu'il y en a qui détestent en fait le côté high-tech des Peugeot avec ce tout petit volant et puis les compteurs surélevés, là, ce qu'on appelle le high cockpit. Il y en a qui n'aiment pas. C'est lié aussi à la morphologie de chacun parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à voir les compteurs, donc ils trouveront cette Opel plus sympathique. C'est un peu dommage de ne pas voir les compteurs. Oui, c'est vrai. Face au conducteur, on a un bandeau sur le tableau de bord qui regroupe 2 grands écrans, un pour les compteurs à gauche justement, l'autre pour l'info divertissement. Alors Opel n'a pas sombré dans le tout tactile. Il y a encore des commandes physiques pour les raccourcis des fonctions, pour la clim, pour le bouton de volume de la radio. Ça, c'est bien. Notre version ultra équipée a des sièges à réglage électrique, chauffant, un volant chauffant, un affichage tête haute qui est malheureusement invisible avec des lunettes polarisantes. Ça, il faudra que... Parce qu'il y a des constructeurs qui arrivent à le faire. Mercedes arrive à le faire. Donc, il faudra que les Français arrivent à franchir le pas, même si la voiture est allemande. Sous le capot,
Moteur archi connu dans la galaxie Stellantis, c'est le 3 cylindres 1,2 litre PureTech, ici dans une version 130 chevaux avec boîte automatique à 8 rapports. Hélas, toujours pas d'hybridation, même légère, et ça on va voir que ça se paye quand on passe à la pompe. Opel dit que sa voiture est à l'épreuve de l'autobahn. Vu que vous êtes parfaitement bilingue. L'autoroute, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, effectivement, à vitesse stabilisée, la voiture elle est silencieuse. Alors je mesure à chaque fois, moi, avec un sonomètre, le niveau de bruit dans les voitures. On est à 110 km/h, on est à 65,5 décibels. Donc on peut considérer que c'est silencieux. Ah oui. Elle est relativement confortable sur route lisse. On verra que ça se dégrade quand la route est bosselée. Avec 230 Nm de couple, le moteur offre de bonnes reprises. Et puis le châssis affûté permet de se faire plaisir sur les routes tortueuses. C'est un vrai gros progrès par rapport à l'ancienne génération de l'Astra. Même si, à mon sens, une Peugeot 308 semble encore un peu plus efficace. Le problème, c'est que cette efficacité se paye au chapitre confort, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a des pneus très sportifs. Alors c'est bien quand on roule sportivement, ça va sur l'autoroute. Par contre, dès qu'on est sur une route avec des bosses, des trous, et ça arrive malheureusement très fréquemment en France. De plus en plus. Alors c'est pas inconfortable, mais c'est ferme. Oui. Voilà. Dans les défauts, on a aussi le moteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se montre gourmand en ville ou quand on le sollicite, c'est-à-dire quand on roule sportivement. Bon, en roulant vraiment gentiment, j'ai fait 6,4 litres au 100 de moyenne. On aurait pu gagner entre 1 demi-litre et 1 litre de plus si on avait eu une hybridation légère. D'accord. Il faudra un moment ou un autre, il faudra qu'ils y viennent. Alors au final, le choix entre une Opel Astra et une Peugeot 308, ça sera plus une affaire de goût. D'autant que l'allemande propose des tarifs qui sont pratiquement équivalents. Si vous mettez équipement équivalent, vous avez quelques centaines d'euros d'écart. Notre finition Ultimate, elle est vendue 36 650 euros. Oui. Il n'y a pas de malus. Ça sera une affaire de goût, mais comme elle est jolie, je pense qu'elle arrivera à trouver sa place dans le panorama automobile français. Vous pourrez voir l'essai très détaillé qui fait 15 minutes, je crois. Donc vous aurez plus d'infos encore si vous allez sur la page Facebook. Et justement, j'ai une question sur la page Facebook. C'est Stéphane. Alors, il dit déjà qu'elle trouve qu'elle a une face de Camaro. Bon. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et il a une question. La laque noire n'est-elle pas trop salissante? Alors si, dès qu'on met les doigts dessus, c'est salissant. Et puis surtout, on peut se poser la question du vieillissement. Parce que dès qu'on va mettre une paire de clés, ça va se rayer. Ah oui. Après, c'est mort. Mais toutes les voitures aujourd'hui, tout le monde met de la laque piano à l'intérieur. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Bon, apparemment non. Sur la durabilité, je pense des gros pas. doigts. Ouais, exactement. Ou des gros doigts gras. Si vous mangez un cookie, par exemple, et que vous mettez vos gros doigts gras sur la console centrale... Oui, on a pris du plaisir à manger le cookie. Donc on ne sait pas trop quoi choisir. Ils étaient très bons, merci Marie. Je vous en prie. Écoutez, merci Jean-Luc. Et je vous rappelle, chers auditeurs, vous retrouvez l'essai complet de l'Opel Astra 1,2 litre sur la page YouTube de Sud Radio. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous écrivez un mail aussi. Vous mettez On parle auto dans l'objet de votre mail et vous nous l'envoyez à jeparticipe@sudradio.fr. Maintenant, c'est à vous de parler sur Sud Radio. 0826 300 300. On parle vrai et c'est avec vous. Sud Radio, on parle auto. Et c'est une question de Mehdi. Bonjour Mehdi, merci d'être avec nous. Bonjour Mehdi. Oui, bonjour à tous les deux. Donc, je suis un auditeur qui est assez assidu, qui connaît bien Jean-Luc quand il était sur une autre radio. Donc, dans une autre vie. Exactement, une très très grande radio. Enfin, une radio. Vous savez que Marilyn officie sur cette autre radio aussi. Oui, voilà. Mais en tous les cas, enfin, moi je vous apprécie parce que je ne connais pas deux personnes qui connaissent aussi bien les véhicules que vous. Donc voilà. Vous avez reçu mon chèque, Mehdi, alors? Oui, c'est bon, on s'arrangera. Vous avez reçu mon chèque, merci. Merci Jean-Luc. Alors ma question, c'était concernant une Toyota Prius, que vous connaissez très bien les Toyota, parce que je crois que vous avez un RX de mémoire, un 400. Oui, je sais si vous l'avez encore d'ailleurs. Oui, j'ai une Yaris aussi hybride. Très bien. Donc, on a la même. Voilà. Super. En fait, moi j'ai une Prius et puis j'ai un Lexus RX 400H aussi. Alors ma question c'était sur le Prius. Vous savez, là, on a sur la boîte à vitesse, on a une fonction. Oui. Alors cette fonction justement, elle sert à quoi? C'est pour les montagnes. Ça va intéresser Marilyn également. Alors cette fonction D, vous avez remarqué que quand vous êtes en position D, donc la position automatique où on s'occupe de rien, il n'y a pratiquement pas de frein moteur. Par rapport à une voiture classique avec une boîte mécanique, vous avez très peu de frein moteur. Quand vous relâchez l'accélérateur, la voiture ralentit pas. Franchement, elle ralentit un tout petit peu, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant, énergétiquement parlant, d'avoir de la roue libre
que de freiner pour devoir accélérer après. Donc la meilleure façon, c'est de conserver l'énergie cinétique. C'est pour ça qu'il y a très peu de freins moteurs sur les systèmes Synergy Drive de Toyota. Maintenant, alors si vous êtes par exemple en montagne, vous avez besoin là, de freins moteurs. Ah bah oui. Donc vous allez mettre sur la position B. Ah. Et là, il y a deux cas de figure. La batterie n'est pas pleine, donc vous allez avoir beaucoup plus de récupération électrique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui conduisent, par exemple ceux qui conduisent en ville, de temps en temps, quand ils arrivent au feu, ils mettent sur B et ils ont plus de récupération d'énergie. Ah. Ça leur évite d'utiliser la pédale de frein. Mais en fait, le système va faire automatiquement ce que vous feriez en appuyant sur la pédale de frein. Parce que quand vous appuyez sur la pédale de frein avec une voiture hybride ou électrique, Oui. le début du freinage, c'est un freinage électrique. C'est pas les disques qui sont utilisés. Donc vous régénérez de l'énergie. C'est même là tout l'intérêt de ces véhicules-là. C'est qu'une énergie qui est d'habitude gâchée en chaleur dans les freins, là vous allez vous en servir pour recharger une batterie. Donc là, le système utilise la position B, mais recharge plus vite la batterie. Mais quand la batterie est pleine, c'est pas des grosses batteries. Si vous êtes, je reprends l'exemple en montagne, vous avez une Prius en montagne, vous allez faire 3 km, la batterie elle va être pleine en descente. Donc là, le mode B va utiliser le moteur thermique pour faire du frein moteur. Vous aurez vraiment du frein moteur, c'est-à-dire que il va faire tourner le moteur électrique qui va entraîner le moteur thermique. Alors ça ne consomme pas de carburant parce que l'injection d'essence est coupée, mais par contre, le moteur thermique va ralentir la voiture, donc vous aurez du frein moteur comme vous avez sur un véhicule normal. Donc c'est une position à utiliser effectivement quand on est en montagne et qu'on descend un col. Oui, très bien. Non, très très bien. Bon, bah, ça vous évite de trop solliciter le freinage à friction, puisque là, si vous êtes dans la descente que la batterie est pleine, le freinage électrique, vous n'en avez plus. Non. Donc vous utilisez les plaquettes de frein et les disques, et le fait de mettre sur B, ça va permettre de moins faire chauffer les freins. Voilà, de faire comme avec un véhicule normal quand vous rétrogradez, que vous êtes en montagne, avec du frein moteur dans la descente. Oui, bah c'est bien pensé. Je peux vous reposer une question encore ? Allez-y. C'était concernant, alors justement, l'éthanol en fait. Alors, moi, ce que je fais, je roule à 50% éthanol et plus en essence en 98. Donc, est-ce que c'est bon pour le... Parce que je sais que Toyota, ils prennent plus ou moins l'éthanol. C'est même plus que moins, hein. Tous ceux que je connais, à commencer par Jean-Luc Moreau, qui roule à l'éthanol depuis longtemps, moitié-moitié, zéro problème. Hein. Moi, je dois déjà avoir, 50 000 km, j'ai pas eu de soucis. Le seul truc qui peut arriver, c'est que vous allez vous risquer si vos bougies sont pas de bonne qualité. Mais en général, sur les Toyota, c'est des bougies, d'ailleurs très chères, qui sont plutôt de bonne qualité. Donc, c'est le seul risque, c'est de claquer une bougie. Hein. Il n'y a que ça. Hein. Bon, c'est très bien. Alors, parce que je le fais sur les deux. Hein. Je le fais sur mon RX400H et sur ma Prius. Oui, donc, non, mais il n'y a pas de souci. Non, de ce côté-là, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué que la consommation est à peine supérieure quand on mélange à 50% d'éthanol. Hein. Ce qui nous fait... alors, l'éthanol, il est jamais E80, enfin, il est rarement E85, il l'est cet été, mais l'hiver, il est à 60, c'est plus du E60, donc vous vous retrouvez avec un mélange dans le réservoir qui va grosso modo être entre du E40 et du E50. Et le fait que le taux d'octane de l'éthanol soit plus élevé, vous retrouvez avec un carburant avec un taux d'octane plus élevé et vous récupérez en rendement moteur ce que vous perdez en énergie contenue dans le carburant. Donc la consommation est presque équivalente. Il y a quoi ? Moi j'ai noté 0,2 litres d'écart par rapport au fonctionnement à l'essence, donc c'est vraiment minime. Oui, très bien. Donc, c'est très bien. Je vais continuer à rouler comme ça parce que on avait plusieurs avis que ça pouvait. Le voyant moteur s'allumait bien parfois. Non, mais ça, si vous mettez trop de 80, ça peut. Exactement. Ouais, non, mais rester à 50-50, c'est très bien. Bon, c'est super. Merci beaucoup en tous les cas pour vos réponses. Merci. Et puis continuez bien parce que c'est normal, continuez cette émission parce que on apprécie. Elle va être remboursée par la Sécu bientôt. Merci avec beaucoup, une ordonnance. Merci Mehdi, au revoir. Merci tous les deux. Au revoir. 11h43 sur Sud Radio. Petite parenthèse, Charles III vient d'être proclamé roi. Ça y est, c'est un officiel. peu moins important que l'émission, mais bon, il n'est pas en position B, mais en tout cas, En tout cas, dans un instant, un sujet qui nous intéresse beaucoup. On va parler des voitures électriques et de la recherche dans les copropriétés et Enedis qui a l'air de vouloir y mettre son grain de sel. Et ça va grincer, je pense. C'est dans un instant. Reste avec nous. Il est 11h44 sur Sud Radio. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement.
Vous êtes sur Sud Radio, on est le samedi 10 septembre, on est ravis de vous retrouver dans On parle auto. On est ensemble en direct jusqu'à 13h avec Jean-Luc Moreau, notre expert automobile qui va répondre à toutes vos questions. Et cette année, d'ailleurs, c'est un nouvel horaire, hein. C'est 11h, 13h tous les samedis. Oui, on a 2 heures depuis la semaine dernière et ça c'est bien. Et on vous accueille ici. Émission d'utilité publique. Oui, bientôt remboursée par ordonnance, c'est ça que j'ai appris. Et vous avez aussi la page Facebook pour nous écrire et réagir. Vous êtes nombreux à nous suivre et nous poser des questions, donc continuez, n'hésitez pas. 0826 300 300 aussi pour le standard, pour nous appeler si vous avez des questions ou pour réagir. Tout le monde vous attend. Et tout de suite, c'est le moment de parler auto et environnement et un sujet piquant des recharges des voitures électriques dans les copropriétés. Enedis apparemment veut s'emparer du marché des bornes de recharge dans les copropriétés. Pour en parler en détail, on accueille Ehsan Emami, CEO de Covoltis. Bonjour Ehsan Emami. Bonjour Ehsan. Bonjour. Bon, alors rapidement Covoltis pour qu'on puisse se situer. Écoutez, on fait des bornes de recharge, on les construit, on les installe, on les exploite et l'objectif c'est de fournir des services de recharge à tout le monde, que ce soit en maison individuelle, en copro ou en hôtel et entreprise. Bon, alors le marché du véhicule électrique est en train de grandir et de façon importante, hein, puisqu'on est aujourd'hui à 12% des ventes à peu près. Il y a quand même un point qui pose problème, alors pas trop pour ceux qui sont en maison individuelle, qui peuvent faire installer une prise, voire même juste une prise renforcée pour recharger leur voiture. Mais quand on est en copropriété, c'est vrai que les démarches sont fastidieuses. Et pour rajouter à tout ça, pour rajouter à l'angoisse de demander une prise en copro, Enedis veut quelque part, je vais le dire comme ça, vous allez nous expliquer si c'est le cas, récupérer un peu le marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs privés qui peuvent vous installer des prises dans des copros. Oui, en fait, à la base, le souci de l'État, du gouvernement, a été de faire en sorte que le marché des copros démarre, puisque on est conscient que pour que la recharge coûte peu cher, il vaut mieux charger chez soi. Sauf que c'est bien difficile de charger dans les parkings. Il a été imaginé à un moment donné ce qu'on appelle le droit à la prise, ce qui est quelque chose à non-sens. Hein. Mais bon, ça avait juste le mérite d'exister. C'était de tirer un câble de chez soi. Imaginez, vous habitez au 6e étage, jusqu'au moins 2. Bon, si chacun fait ça, en fait, hein, par le balcon. Voilà, exactement. Et donc, d'ailleurs, certains faisaient des choses comme ça, hein, tirer le câble à l'extérieur. Et donc, il y a eu on a dû imaginer tous les acteurs la manière la plus juste de faire des travaux. Et donc, ce qui a été imaginé par Enedis, par exemple, c'est de créer ce qu'ils appellent la colonne horizontale, globalement de dire on installe des câbles jusqu'à la place de parking de l'utilisateur et on met un compteur Linky au bout. Ce qui est possiblement une solution, mais qui n'est pas forcément la meilleure, puisque d'une certaine manière, on ne crée pas d'infrastructure ou on n'optimise pas quelque part la solution technique et on ne crée pas de valeur pour l'avenir pour l'immeuble. D'accord. Alors oui, ce que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission, c'est qu'en plus, si Enedis met la main, alors est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Parce qu'aujourd'hui, la question c'est ça. Si aujourd'hui Enedis met la main sur les installations dans les copropriétés, eux ils veulent distribuer que du courant monophasé. Alors c'est un petit peu technique. Oui, mais les voitures électriques aujourd'hui modernes chargent rapidement seulement en triphasé. Donc s'il y a du monophasé, peu importe la puissance du monophasé disponible, vous avez une voiture électrique, si vous avez une grosse batterie, si vous avez une Tesla avec une batterie de 100 kWh, il vous faudra 2 jours pour la recharger. En fait, on ne sait pas trop ce qui a été fait. Est-ce que c'est une erreur, que c'est une volonté, mais ça peut-être un mix des deux d'une certaine manière. Parce que en même temps qu'il y a eu la loi sur la résilience qui a été votée il y a 1 an et quelques, où Enedis s'est fortement positionné pour les copros, Logivolt, qui est une filiale de la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des dépôts, s'est également positionné pour permettre aux autres acteurs privés de créer une infrastructure partagée entre les copropriétaires d'un immeuble. Et en pratique, quand on crée une infra, on en crée une seulement. On ne va pas créer 2 infrastructures dans un immeuble. Donc c'est important que l'infrastructure qu'on crée soit faite pour plusieurs années. Et si on regarde vers l'avenir, effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir des puissances relativement importantes qu'on puisse amener aux véhicules. Les plus petits véhicules ont 50 kWh de batterie. On va jusqu'à 100 kWh et bientôt probablement plus. Donc si vous arrivez avec une petite puissance en monophasé
au pied de la bande, c'est là où vous avez beaucoup d'heures de recharge qui sont nécessaires. Et surtout que pendant les heures de nuit, souvent les heures creuses ne durent pas plus de 6 heures. Donc si vous n'aurez pas le temps de charger pendant les heures creuses. Alors. Exactement. Donc vous allez automatiquement, avant ou après, charger en heure pleine et cela va coûter forcément plus cher. Donc l'intérêt qu'on a, et c'est ce qu'on défend vis-à-vis à chaque fois qu'on a l'occasion d'en parler, c'est de dire il faut absolument tirer un réseau triphasé dans les immeubles en copropriété. C'est là où vous investissez pour l'avenir et vous préservez ce que vous faites pendant 20 ou 30 ans. Alors pour ceux qui, même moi je ne savais pas comment ça marchait, Ehsan et Mamie, Enedis amène le courant à la porte de l'immeuble, c'est un courant triphasé, et ensuite des acteurs privés peuvent se brancher sur, alors je ne sais pas comment ça se passe, c'est des boîtiers à l'extérieur, pour desservir les parkings de l'immeuble. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Tout à fait. En fait, le travail d'Enedis, ils ont le monopole, hein, c'est comme ça que le marché a été organisé, de la distribution d'électricité et du comptage s'agissant des clients résidentiels et entreprises. Il y a une exception qui a été créée par la loi LOM, la loi de la mobilité électrique, qui permet aux fournisseurs de services de recharge de créer ce qu'on appelle un point de livraison, qui est en réalité un compteur Linky en général triphasé. Et donc, Enedis installe ce compteur à l'entrée de l'immeuble et de là, on part avec des artères qui sont parfois des systèmes de bus, comme on appelle, ou des systèmes en étoile, c'est l'autre terme barbare pour dire finalement, on part d'une armoire électrique pour aller avec des câbles jusqu'aux emplacements à côté des parkings des différents utilisateurs. Et là, on met la borne au bout. Et toute la difficulté, en fait, dans tout cela, c'est que quand une personne ou deux charge, tout va bien. C'est quand plusieurs personnes qui se mettent à charger que le problème se pose. Oui, la surcharge, moi je pense à des questions de sécurité aussi. On ne sait pas comment ça va évoluer dans 10 ans. En plus, si Enedis prend la main sur tout ça, eux pourront décider du moment où ils vont vous couper la charge. Donc si vous avez besoin de votre voiture et qu'on vous coupe la possibilité de la charger sans vous prévenir, ça peut créer des drames. Exactement. C'est un petit peu malheureusement, par exemple, la contrainte quand vous allez dans les zones non interconnectées, comme on les appelle, que sont de la Corse ou les DOM, Enedis, qui là-bas s'appelle en fait EDF, puisque il n'y a pas la division, peuvent décider, si à un moment donné il y a trop de contraintes, de baisser la puissance des bandes ou carrément de les couper. Mais c'est en même temps ce qui se passe aussi pour nos ballons d'eau chaude. Nos ballons d'eau chaude, on n'y fait pas attention, mais souvent il y a un petit signal qui arrive entre 22h et 1h du matin, même si c'est toujours de la même heure, c'est pas l'utilisateur qui décide, c'est le signal du réseau qui le décide. Alors que si vous êtes utilisateur de votre véhicule électrique, parfois vous voulez charger en arrivant chez vous parce que vous êtes pressé, et c'est là où il faut absolument que l'utilisateur puisse avoir un usage beaucoup plus réfléchi, bien sûr, mais aussi en partie à sa main. Alors je vais vous poser une autre question à laquelle vous n'avez peut-être pas de réponse ou vous ne voudrez peut-être pas répondre, mais alors est-ce que c'est une légende urbaine qui circule sur les réseaux sociaux qui dit voilà, un compteur Linky aujourd'hui est capable d'identifier un véhicule électrique, et demain si on fait une taxation spéciale sur les véhicules électriques, parce qu'il faudra bien remplacer, quand les carburants seront remplacés par de l'électricité, il faudra bien remplacer les taxes, est-ce que réellement un Linky ça peut reconnaître une voiture électrique, et est-ce qu'on peut mettre une taxe sur cette énergie-là? En fait, le compteur intelligent Linky est capable de reconnaître des profils de consommation. Donc, globalement, c'est pour ça que quand on reçoit des analyses, on peut dire la machine à laver ou la lave-vaisselle ou autre, on fonctionne de cette manière. Donc, dans l'absolu, c'est faisable. Après, c'est vrai que l'électricité est déjà fortement taxée. Est-ce qu'elle le sera davantage ou pas? Franchement, je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, si les taxes disparaissent d'un côté, il faut bien les faire apparaître ailleurs. C'est le budget de l'État qui en dépend. Mais de l'autre côté, même si c'est un acteur privé qui distribue l'électricité vers les véhicules, l'État peut très bien aussi décider que ces acteurs devront appliquer une taxe spécifique, comme ça a été fait dans les télécoms dans le passé, par exemple. Merci beaucoup, en tout cas. Tiens, voilà. Ça va nous éclairer vraiment. On en reparlera. À suivre. À suivre les taxes sur les voitures électriques qui vont augmenter. Merci, passez un très très bon week-end. Je rappelle que vous êtes CEO de Covoltis. Merci beaucoup Ehsan. Tout de suite c'est les infos et puis on revient après avec la suite de On parle auto et 0826 300 300 pour nous poser vos questions ou réagir. Coup de cœur, coup de gueule, c'est à vous. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Marie-Lynn Hérault. Midi 2 sur Sud Radio, on est de retour dans On parle auto avec Jean-Luc Moreau, notre expert automobile. On est ensemble encore 1 heure jusqu'à 13h. Et puis d'ici là, on retrouvera le Classic Cars avec la mythique marque Harley-Davidson avec notre invité. Et puis dans l'actualité, c'est les Automobile Awards 2022 qui arrivent et on aura avec nous l'organisateur de l'événement. Oui, Automobile Awards dont Sud Radio est partenaire. Génial. Et puis on parlera pneus aussi comme chaque samedi et aujourd'hui ce sera avec Vulco. Mais tout de suite c'est votre moment à vous chers auditeurs. Question, coup de cœur ou coup de gueule, le standard est à vous 0826 300 300 ou la page Facebook Sud Radio. Il est midi 3 et la parole est aux auditeurs et on accueille Laure. Bonjour Laure. Bonjour Laure. Voilà, alors merci de m'accueillir. Bonjour, bienvenue. Voilà, je vous explique mon problème. Donc en avril dernier, j'ai acheté une voiture de Clio 4, Intense Énergie. J'avais bien exprimé au vendeur. Essence, diesel, charbon, gaz non, essence. D'accord. Oui, je suis pas trop experte en la matière. Hein. Faites bien de me poser des questions. Vous savez ce que vous mettez dans le réservoir quand même. Oui, quand même, jusqu'à là ça va. Donc j'avais bien exprimé au vendeur ce que je souhaitais. Une voiture très confortable parce que j'ai des problèmes de santé, donc je dois avoir le confort maximum. Et donc, il m'a vendu cette voiture avec pneus taille basse. Vous en parliez tout à l'heure pour l'Opel Astra. Oui. Voilà. Donc, moi, après un peu, malgré que je l'ai essayé, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Mais donc là, ça manque de confort pour moi. Donc, mes questions, est-ce que je peux changer les pneus? Alors, faut changer les jantes, hein. Voilà, vous ne pouvez pas changer juste les pneus, vous pouvez changer les jantes et les pneumatiques. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs, là, comme on va passer bientôt, malheureusement ça va vite, au mois d'octobre on va passer à l'heure d'hiver, et vous savez, vous êtes dans quelle région ? Alors vu votre accent, vous êtes plutôt dans le sud, mais... Oui, en Provence, oui. Ouais, est-ce qu'il y a un peu de relief par... Oui, il peut y avoir, oui. Donc il est possible que la loi montagne s'applique sur certaines des routes que vous allez emprunter. C'est peut-être l'occasion, si vous changez vos pneus et vos jantes, de passer sur du pneu 4 saisons. 4 saisons, oui. Voilà, et de prendre des jantes. Alors, il faut regarder ce qui est homologué sur votre voiture. Toutes les voitures ont plusieurs homologations de pneumatiques. Alors vous devez avoir a priori la monte avec les jantes les plus grandes, donc avec les pneus qui ont le flanc le plus bas. Hein. Oui, je crois que c'est du 45-205. Ça vous parle ça? Oui, non, mais ça, vous me donnez... C'est l'estimation de pneus là, oui. Ouais, 45, c'est la hauteur du flanc, donc c'est effectivement des pneus taille basse. Mais c'est quoi? C'est du 17 pouces? C'est du 16 pouces? Je sais plus, je crois que c'est du 17. Oui, alors effectivement, vous avez des pneus qui sont pas trop adaptés si vous vouliez une voiture confortable. C'est ça. Vous pouvez passer sur... Alors, je vous conseille des jantes en tôle même. Alors, c'est pas forcément moche une jante en tôle, mais pourquoi? Parce que c'est moins raide qu'une jante en aluminium. Alors déjà, ça sera un peu plus confortable. Et de mettre de redescendre, alors voir ce qui est homologué sur votre voiture, mais éventuellement de redescendre en 15 pouces, avec des pneus qui auront un flanc beaucoup plus haut, donc beaucoup plus d'air dedans. Et on a compris que plus le matelas d'air est épais, c'est plus le ventre du papa est épais, plus on peut rebondir dessus sans se faire mal. Et Stéphane, on a un auditeur qui dit pourquoi pas passer à l'abonnement de pneus, c'est plus simple. C'est possible pour elle? Je sais pas si... vous roulez beaucoup? 10 000 km, 12 000 km par an. Vous ne roulez pas beaucoup. Ça ne pas beaucoup. Mais vous passez donc voilà. À l'occasion de ce changement, profitez-en. Mais est-ce que je vais gagner vraiment en confort? Oui, vous allez gagner en confort. Parce qu'il y en a qui me disent il vaut mieux changer carrément la voiture. Oui, ça ne va pas être significatif, l'amélioration. Si, vous allez gagner quand même. Alors après, si vous voulez vraiment du Pullman, la plus confortable dans la catégorie, c'est la Citroën C3. Oui. Donc vous pouvez passer sur une Citroën C3. Mais à mon sens, déjà, ça va améliorer les choses. Et au niveau amortisseur, il y a quelque chose à faire au niveau des suspensions ou on ne bouge pas? Non. Sauf si votre voiture a été montée, c'était pas du tuning, vous n'avez pas des amortisseurs sport qui ont été mis sur la voiture. Je pense pas, il faudra que je fasse vérifier. Mais Faites vérifier, mais en amortisseur d'origine, une Clio, c'est confortable normalement. Merci Laure. Merci pour votre question. Merci beaucoup. Passez un bon week-end et on accueille tout de suite Bernard qui a aussi une question pour vous, Jean-Luc. Bonjour Bernard. Oui, bonjour messieurs. Bonjour Bernard. Bonjour et merci de m'accueillir. Voilà ma question. Donc je possède une Volkswagen T-Cross à essence en boîte DG. Oui. Et je suis en LOA.
Oui. Donc je vais arriver en fin de contrat, c'est ma 3e Volkswagen, j'ai eu 2 Sportvan avant et puis là la T-Cross. Voilà. Donc j'hésite entre reprendre la même ou alors acheter la Toyota Yaris hybride. La Toyota Yaris. C'est pas la même taille de voiture. Si vous passez d'un Tiguan à une Yaris, ça va être beaucoup plus petit. Hein. C'est pas un Tiguan. On vous entend plus. T-Cross. Un T-Cross. Mais même un T-Cross, c'est plus gros qu'une Yaris. Oh, il n'y a pas une grosse différence. Quand même, hein. Ben si, parce que je vais vous expliquer, j'ai des difficultés à rentrer dans mon garage, et d'ailleurs mon épouse, elle a frotté le mur en face. Oui, et donc la T-Cross Yaris, elle est un petit peu plus longue, justement. Ah non, oui, une Yaris Cross, c'est ça que vous voulez. Ah oui. Non, j'avais compris une Yaris normale. Non, la Yaris Cross hybride, elle doit faire 4 mètres. Oui, on est dans les mêmes tailles, vous avez raison. Moi, je pensais à la berline, qui elle doit faire 3,97 m ou un truc comme ça de mémoire. Donc effectivement, vous êtes dans la même taille de véhicule. Et alors, quel type de parcours vous faites? Parce que c'est ça qui va déterminer le choix en fait. Alors, quel type de parcours? J'habite en montagne. J'habite à 23 km de Luchon. Ouais. Et je fais de la petite route et des fois de la grande route. Des fois, on va en Bretagne aussi. Alors, c'était un diesel, votre... Ah non, c'était un essence. Alors là, déjà, vous ferez des économies de carburant. Hein. Ça, vous êtes sûr de ça? Ah oui, là, je suis sûr et certain. Je vous le signe. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec mon T-Cross, je consomme entre 4,5 litres et 5,5 litres. Ah oui. Hier, je suis allé de mon village dehors, dans la Haute-Garonne, pour aller à Saint-Gaudens. J'ai 23 bornes, donc 46 km, j'avais 4,3 litres. Ouais, que de descendre presque. Vous faites jamais la montée, c'est ça? Si. Non, mais je plaisante. Non, mais alors, moi, je peux vous garantir, vous ferez quand même une économie de carburant. Ouais. Vous avez a priori une conduite qui est très souple, ouais, mais voilà, tout à fait. vous ferez quand même une économie de carburant, et puis vous avez un modèle qui est en boîte automatique, entre guillemets, voilà, et surtout la fiabilité du système Toyota. Alors je sais qu'il y en a qui vont encore dire, ouais, il fait le concessionnaire Toyota. Bon, ok, d'accord, je trouve ça bien, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais sur la fiabilité, ça c'est indiscutable, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon. Voilà. Bernard, ça y est, vous êtes convaincu? Ça y est? Et votre femme va être soulagée? Pas trop, parce que étant donné que mensuellement, si je reprends le T-Cross, le mec il me dit, en donnant 5 000 € d'apport, je redonnerai 450 € par mois. Ouais. Et la Volkswagen, 336 €, et la Toyota 351 €. Donc, ça me fait gagner, ça me fait faire 3 places à la différence par an, si vous voulez, parce que je fais 14 000 par an à peu près. Si vous êtes satisfait de votre Volkswagen, continuez avec une Volkswagen, voilà. Et changez de garage. Ouais. Bon, Bernard, on vous laisse faire les calculs. On vous laisse faire les calculs avec votre femme. Moi, je peux vous garantir, vous consommerez moins. Bon, maintenant, après, faites vos calculs. Déjà, c'est important. C'est ce qu'ils m'ont dit, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Bernard. Passez un bon week-end. Bonne journée, au revoir. Et à Saint-Gaudens, Sud Radio, c'est sur 102 FM. Ah oui. Voilà, c'est bon à savoir. Allez, il est 12h sur Sud Radio et dans On parle auto, et c'est le moment de parler pneus. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Parlons pneus, parlons bien et parlons vrai avec notre invitée du jour, c'est Camille Mounier, présidente directrice générale de Vulco. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Et bon anniversaire, Vulco fête ses 25 ans. Merci, bonjour à tous. Bon anniversaire. d'être là. Donc vous êtes toute jeune alors. Tout à fait. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Vulco, qu'est-ce que c'est? Ce sont des garages, c'est quoi? Alors, Vulco est un réseau spécialiste du pneumatique, mais aussi de l'entretien de différents véhicules, donc de la voiture, des utilitaires légers, les camionnettes, mais aussi les camions, les engins de travaux publics et agricoles. Ah oui, et il y a beaucoup de garages en France, c'est présent partout en France. Oui, absolument, partout en France. Très implanté en région et d'ailleurs particulièrement dans le sud où je crois que une grande partie de vos auditeurs se trouvent. Tout à fait. Bon, alors pour votre anniversaire, parce qu'on va quand même rentrer dans le dur, on est à une période, là, d'ailleurs, tiens, on en parlait avec une auditrice qui allait peut-être changer ses jantes et ses pneumatiques pour passer en 4 saisons. On est à une des périodes de l'année où on peut envisager de changer ses pneumatiques. Vous allez avoir des offres commerciales qui vont être intéressantes là, si je décide de changer mes pneus?
Absolument. Nous rentrons bientôt dans la saison plus hivernale et il est temps de penser à bien s'équiper. Et vous avez deux alternatives, le pneu hiver, alors qu'on a tendance parfois à imaginer comme un pneu neige. Vous voyez, on pense à lui quand il y a de la neige qui tombe, mais finalement dès qu'il fait en dessous de 7 degrés, il vaut mieux avoir des pneumatiques qui sont adaptés parce que le pneu été va un peu moins adhérer. Et donc là, soit vous passez au pneu hiver, soit vous optez dès le départ pour des pneus de toute saison. D'accord. Alors, bon, si je sais pas, on prend. C'est quoi les pneus les plus vendus, les tailles les plus courantes, c'est quoi ? 205, 55, 16. Voilà, alors si j'ai du 205, 55, 16 à changer, vous me faites quoi comme prix en ce moment ? On en parle comme ça, un bâton rompu. Alors, ça dépend déjà de la gamme que vous voulez acheter. Est-ce que vous voulez... qu'est-ce que vous vendez comme gamme d'ailleurs Parce que, en fait, pour ceux qui nous écoutent, Vulco, ça appartient à Goodyear Dunlop. Vous vendez que des pneus des marques du groupe ? Non, pas du tout. Alors déjà, c'est un groupe d'indépendants. Donc d'entrepreneurs qui sont indépendants, et certes il y a le groupe est adossé, le réseau est adossé au groupe Goodyear, mais encore une fois c'est un réseau d'indépendants et donc qui vend toutes les marques qui peuvent se trouver sur le marché, donc des grandes marques premium comme Goodyear, Michelin, ou des entrées de gamme. Donc ça dépend vraiment de vos attentes et de votre budget aussi. D'accord. Vous me parliez de prix, un premier prix sur le toute saison, ça peut être autour de 70 € et puis ça va monter jusqu'à 110 € sur du toute saison. D'accord. Alors, et encore un peu plus sur l'hiver. Et les offres alors pour les 25 ans, ça consiste en quoi ? Nous avons plusieurs offres qui arrivent là sur le toute saison et l'hiver, la prochaine et la semaine prochaine, et il y a des remises immédiates qui attendent nos automobilistes. Dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Alors c'est quoi Parce qu'il y a François Alain qui est arrivé dans le studio. Je sens déjà qu'il a envie de changer ses pneus. Rien que de vous entendre déjà. Voilà. Il est déjà parti chez Vulco. Il a les yeux qui brillent. C'est la semaine prochaine. L'avantage, c'est que moi j'ai beaucoup de voitures. La semaine prochaine. Donc si je vous prends 4 pneus, j'ai le 5e gratuit, c'est ça ? Non, c'est quoi l'offre commerciale ? Vous la vendez comment ? Ça dépend de votre taille de pneumatique. Donc ça, il faut bien vérifier. Selon que ce soit du 16 pouces, du 17 pouces, la remise varie. Donc ça, je vous invite à aller vous renseigner dès qu'elle sera parue la semaine prochaine. D'accord. Bon, j'imagine que vous avez fait des stocks et que vous n'allez pas être en manque de pneus là pour le remplacement entre les pneus hiver et 4 saisons au moment où les jours vont raccourcir et où le froid va arriver. Ça va être terrible. Merci beaucoup en tout cas Camille. Avec plaisir. Merci infiniment. Et je rappelle que vous êtes présidente directrice générale de Vulco. Passez un excellent week-end. Merci, à très bientôt, bon week-end. On parle vrai sur Sud Radio et c'est avec vous qu'on parle vrai. Si vous avez des questions techniques, des problématiques, des interrogations, n'hésitez pas. C'est au 0826 300 300 et puis sur la page Facebook et par mail aussi sur jeparticipe@sudradio.fr. On se retrouve dans un instant avec un auditeur justement. À tout de suite sur Sud Radio dans On parle auto. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Marie-Lynn Hérault. Bonjour et bienvenue. Si vous arrivez à l'instant, vous êtes bien avec nous dans On parle auto de 11h à 13h sur Sud Radio avec notre expert automobile Jean-Luc Moreau. Et dans quelques instants, on va retrouver l'organisateur des Automobile Awards 2022. Et puis, vous saurez comment voter justement à ce grand concours. Et puis, on chevauchera aussi la mythique Harley Davidson pour notre rendez-vous Classic Cars. Et puis, un rendez-vous aussi que vous aimez bien si vous hésitez dans vos achats de voitures, c'est quelle auto choisir. Mais tout de suite, on reçoit un auditeur, c'est Sylvain. Bonjour Sylvain, bienvenue. Bonjour Marie-Lynn, bonjour Jean-Luc. Bonjour Sylvain. C'est un immense honneur de vous avoir au téléphone. Voilà, je suis très content. Honneur partagé. Voilà. Alors, je vous appelle parce que il paraît que vous êtes possesseur d'un Lexus RX 400H. Oui, bon, enfin, ça fait. Alors, faut que j'arrête de dire que ça fait 15 ans, puisque ça fait 17 ans que je l'ai. Donc. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Je suis dans les Alpes-Maritimes vers Nice, et j'ai un ami qui habite à Péracav, vous devez connaître, au col du Turini. Et donc, il fait cette route. C'est chouette le col du Turini. Hein. C'est extraordinaire, mais il fait cette route tous les jours, et donc pour sa petite femme avec les 2 enfants, il faudrait remplacer la Twingo qui est en propulsion. Voilà. Et donc, on va dire un SUV pas trop cher, fiable,
Dans les 13-14 000 euros, j'étais tombé donc sur le RX 400H. Je me suis dit, tiens, 150 000 km. Alors lui, il commençait à me poser des questions sur les batteries, etc. J'ai dit, t'inquiète, Jean-Luc, il en a un. 17 ans, c'est toujours la même batterie, voilà. C'est toujours la même batterie. Je vais même vous dire, j'ai changé les pneus, c'est tout ce que j'ai changé. Si, j'ai remis quand même, je mets de l'essence quand même. Je mets de l'essence, je mets du liquide lave-glace, et puis j'ai changé les pneus, j'ai même pas changé les plaquettes de frein encore. Voilà. Alors, je fais pas de la montagne, parce que c'est un véhicule qui est lourd quand même. Vous montez dedans de temps en temps quand Oui, je suis même venu avec ce matin, donc il roule très bien, zéro panne. Alors justement, ma question, vu que vous voyez à peu près la route comment elle est, il y a beaucoup d'épingles. Oui, je connais très bien, oui. Voilà. C'est peut-être pas l'engin le plus adapté. Alors, voilà. Parce que c'est extrêmement confortable un RX 400H. Par contre, en matière de tenue de route, c'est un peu un gros patapouf. Dans le sens de la descente, il va pas s'amuser beaucoup. Voilà. Alors je sais pas, vous me direz, vu qu'il transporte la famille, il a peut-être pas envie de les faire vomir non plus sur la route. Non, le but c'est de rouler tranquillement. C'est de rouler tranquillement. Il voulait quelque chose. Voilà. Après, dans la concurrence, à part un CR-V, j'ai pas trouvé grand-chose quoi. Dans ces prix-là, fiable. Ouais, c'est une voiture pépère, le RX 400H. Par contre, quand vous voulez doubler, même en côte, il y a 277 chevaux. Donc quand vous appuyez, ça déboîte et ça double. Même dans la montée du col du Turini, si vous avez un camion qui est devant, le truc, il sera, vous allez le manger en 2 secondes. C'est 4 roues motrices. Donc quand il y a de la neige, c'est extrêmement efficace parce que les roues arrière motrices, c'est un moteur électrique, c'est extrêmement efficace sur la neige. On trouve dans les tarifs que vous avez donné la définition président avec un équipement qui est pléthorique. Vous avez le toit ouvrant électrique, les sièges électriques, chauffants, la Sono Mark Levinson qui est d'une qualité absolument incroyable. Enfin voilà. C'est un véhicule de luxe qu'on peut avoir à un tarif raisonnable et comme c'est hyper fiable, il n'y a pas beaucoup d'équivalence. Alors, vous avez après, si vous voulez rouler un petit peu plus sportivement, vous avez le Mazda CX-7 avec... Je vais le voir, avec le 2 litres 3. Avec le 2 litres 3, mais là c'est plus sport. Alors ça tient mieux. Ça va, c'est pas mal. C'est fiable, ça tient mieux la route que le RX 400H. En termes de puissance, c'est à peu près pareil, sauf que c'est beaucoup moins lourd. Oui. Mais par contre, c'est une boîte mécanique. Donc si vous devez faire un peu de ville de temps en temps, j'allais dire, le plus gros problème entre les deux, c'est que un RX utilisé gentiment peut être à 9-10 litres, le Mazda, ça va plutôt être 12-15 litres. Ah oui. Oui, le RX, on peut rouler à moitié à l'éthanol. Voilà, on peut rouler comme moi je fais, 50-50 à l'éthanol. Alors, est-ce qu'on peut rouler avec le Mazda à l'éthanol 50-50 Honnêtement, je n'en sais rien. Donc, je ne vais pas vous dire une bêtise, je ne sais pas. Et puis, on trouve en occasion, on trouve beaucoup plus de RX que de CX-7. Oui, le C7, on en avait vu un, mais il était un peu louche, venait d'Allemagne sans historique. Voilà, ça, faut faire attention. Ouais, faut faire gaffe. Les voitures qui viennent d'Allemagne, les kilométrages sont bidons la plupart du temps. Je complète la question de Sylvain. Il y a Stéphane qui demande si pour la montagne, la boîte supporte le frein moteur. Complètement, on se met sur B. Si Stéphane a écouté le début de l'émission, on se met sur B en descente et tout va très bien. Très bien. Bon, merci beaucoup. J'avais une toute petite question très rapide. Si vous me permettez, très rapide sur vous. Vous avez parlé dans une autre vie que vous travaillez sur un ouvrage, je crois, sur les Youngtimers ou l'investissement auto. Je veux savoir où c'en était. Non, on avait parlé de cotes à l'époque quand je travaillais pour l'Argus. Voilà, et j'étais en train de mettre au point un système de cotes pour les véhicules anciens. Le système de cotes est au point. Je travaille plus pour l'Argus, donc il est possible qu'un jour ça existe quelque part ailleurs. Merci. Merci Sylvain en tout cas. Au revoir Sylvain. Merci, passez un bon week-end. Dans un instant, on ira découvrir les Automobile Awards 2022, mais pour l'instant, il est 12h25 sur Sud Radio et c'est l'heure de Classic Cars. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on accueille François Alain, journaliste et présentateur de Vintage Mécanique sur RMC. Bonjour François. Bonjour monsieur François. Bonjour. Qui est là pour parler de Harley, parce qu'ils sont nés la même année en 1903. Voilà, c'est l'année où j'ai passé le permis de conduire, 1903. Vous l'avez vu parce que notre réalisateur, lui, il a raté son permis. Je sais, j'insiste lourdement, mais bon. Je suis tout cœur avec toi. Ou les cornes. Donc Harley Davidson, alors marque mythique s'il en est. Oui, c'est clair. Marque classique des classiques, parce que même les nouveaux modèles, ça reste des classiques. Tous. Donc non, mais c'est sûr que c'est une marque
qui est un peu comme voilà, qui est l'équivalent, je sais pas, de Porsche pour les voitures. C'est-à-dire que on rêve souvent d'avoir une Harley parce que c'est une moto mythique. Et c'est vrai que c'est une histoire qui va avoir 120 ans l'année prochaine. Ils fêteront justement leurs 120 ans l'année prochaine avec une grosse fiesta à Milwaukee, et pas que, parce que c'est-à-dire que Milwaukee, c'est évidemment le siège historique de la marque. Donc du 13 au 16 juillet, je crois, l'année prochaine, il y aura la grande fête, mais il y aura des fêtes dans toute l'Europe et aussi dans le monde entier. Et donc ça va rassembler à nouveau les passionnés, parce que cette marque-là, comme certaines marques, rassemble volontairement, régulièrement ses fans. On rentre en religion, en fait, quand on achète une Harley Davidson. Oui. Hein, comme une Ferrari. C'est pas le simple achat d'un 2 roues. Non. On fait partie de la secte. Voilà. On achète une légende, on achète une moto qui a une image. Et donc c'est vrai on achète un art de vivre. On achète un art de vivre. Et c'est vrai que dans cette marque-là, comme dans certaines marques automobiles, parce que j'aime bien faire le parallèle, il y a des gens qui sont de toutes origines, des gens qui se donnent beaucoup de mal et qui économisent longtemps pour s'offrir leurs rêves. Bon, et puis des gens qui ont les moyens de s'acheter ça cash. Mais je veux dire, c'est bien parce que ces manifestations-là, ça permet aux gens de se réunir et de rencontrer des gens qu'ils ne rencontreraient pas forcément dans la vie habituelle, dans la vie de tous les jours. Ou alors ils se rencontrent sur les réseaux, les forums, mais en fait pas en vrai, jamais. Et voilà, alors c'est ça aussi le problème de notre époque, c'est que, et c'est le cas aussi dans beaucoup de clubs de moto ou de voitures anciennes ou modernes ou youngtimers, c'est que les gens finalement oublient que se voir en vrai, c'est quand même pas bien mal. Sûr. C'est mieux que derrière un écran. C'est des moments partagés aussi. Donc après, si on trouve des gens à côté de chez soi. Donc vous vous êtes déguisé en biker je me suis fait dernier pousser, avec la moustache. Bon, le ventre, il y était déjà, donc c'était facile. C'est sympa. Et vous avez fait le Tintin Reporter du 14 au 17 juillet à Morzine-Avoriaz. Alors pour ceux qui ont la vidéo, il y a des images où on vous a vu d'ailleurs, déguisé en. On vous a vu déguisé en biker, à votre biker, monsieur dame, comme on dit. Voilà. Et donc vous avez participé. Alors, vous êtes vous-même client Harley en plus. Oui, j'ai à titre personnel un petit Sportster 1200 que j'ai acheté juste avant que le modèle s'arrête. Et j'en suis très heureux. J'adore cette moto. Je roule de temps en temps avec. Alors c'est pas une moto de tous les jours, parce qu'effectivement, ce qui est aussi une caractéristique d'Harley, c'est qu'Harley est une marque dans laquelle il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des Harley pour rouler tous les jours, et des gens pour qui c'est la petite Madeleine de Proust du week-end. Donc il y a les deux phénomènes, exactement comme chez Porsche par exemple. C'est exactement le même phénomène chez Porsche ou dans d'autres marques. C'est il y a ceux qui roulent avec tout le temps et ceux qui roulent pas tout le temps. Faut dire que notamment pour les Franciliens, ça devient compliqué puisque maintenant le stationnement est payant à Paris. Nous allons éviter le sujet, sinon on va se fâcher. On va pas se fâcher nous. Nous non. Mais bon, voilà. Donc je rappelle qu'une moto ne prend pas la moitié d'une place d'une voiture. Exactement. On est d'accord. Entre un quart et un tiers, suivant la taille de la moto. Parfois un cinquième, donc c'est très sympa. Mais quand vous posez la question en fait aux responsables, ils vous disent mais c'est parce que les motos font du bruit, ce que j'ai dit la semaine dernière. Sûr. Effectivement, les motos qui font du bruit, les empêcher de les arrêter, c'est un bon moyen de diminuer le bruit. C'est une bonne théorie, mais effectivement, on est encore victime d'une forme de raquette. Enfin, ça c'est un autre sujet. Bon, bref. Une forme de raquette. Non, on peut dire. De raquette. J'aime bien le tennis aussi. Bon, alors on va revenir à notre balade Morzine-Avoriaz, parce que en fait, les Harley Days n'avaient pas eu lieu depuis 3 ans. Comme beaucoup de manifestations. Pour cause de Covid. Donc là, ça a été. Alors qu'est-ce que c'est que. Alors déjà, vous êtes parti d'où? Vous êtes allé où? Et qu'est-ce qui se passe dans ces Harley Days? Alors, en fait, c'est un rassemblement qui a lieu, donc, en principe, pendant l'été, qui rassemble des gens qui viennent d'un peu partout. Alors, beaucoup de Français, bien sûr, mais pas que. Il y a aussi des gens qui viennent de pays limitrophes, évidemment. L'idée, c'est de se retrouver là-bas. Sur place, il y a des concerts, il y a des tas de choses. En fait, on peut essayer toute la gamme. La gamme, évidemment, est entièrement présente. On peut essayer la gamme. On peut ensuite faire des rides, des balades avec des kilométrages variés. Donc, soit avec sa moto, soit avec une moto de prêt et d'essai. Donc, c'est très chouette parce qu'on peut justement essayer les nouveautés. Là-dessus, la marque est intelligente parce que ils font comme d'autres marques. Ils ont eu l'idée de se dire, voilà, c'est le meilleur moyen dans un climat très sympa que les gens puissent essayer d'autres motos. Et c'est là qu'on va évidemment trouver des clients qui vont renouveler, qui vont changer ou qui vont apprécier et adhérer. Parce que l'intérêt d'une manifestation comme ça, c'est qu'elle est libre d'accès.
Ça, c'est hyper important. Il n'y a pas à payer 20 balles. C'est-à-dire que je pouvais assister au concert, alors parce que c'était un de mes groupes fétiches quand j'avais 15 ans. Mais je moi peux aussi, aller voir mon le cher concert Jean-Luc. de Status Quo. Exactement. Gratuitement. Exactement. Non, mais ça, c'est vraiment bien parce que la municipalité de Morzine, évidemment, est associée avec eux. Et c'est l'intérêt de tout le monde parce que ça remplit les hôtels, ça remplit les restaurants. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça consomme, etc. Et puis, c'est une vraie grand-messe des passionnés de moto. Et donc, l'accès est gratuit. Ça, c'est génial parce que les concerts sont gratuits. Tout est gratuit. Il y avait Manu Lanvin, il y avait effectivement le tribute de Queen, qui était d'ailleurs un super concert, entre parenthèses. Il y avait Laura Cox et il y avait les Status Quo en finale. Donc ça, c'est formidable parce que tout le monde peut venir, y compris des gens qui sont pas forcément motards. Et dans le lot, évidemment, dans le lot, il y en a qui sont séduits puis qui vont peut-être le devenir. Donc c'est très intelligent, c'est très malin. Il y a sur place, il y a évidemment des marchands, des accessoiristes, de tout ce qu'on peut imaginer, les casques, les fringues, le look Harley et autres. Donc c'est vraiment la grand-messe qui a lieu régulièrement. Et ça, c'est formidable parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment ambiance cool. Et le fait que ce soit gratuit, je pense vraiment que c'est très très important. Donc, en plus, il y a eu du monde. Hein. C'est quoi? C'est 25 000 personnes chaque jour? Alors oui, en fait, c'est ça. C'est difficile de comptabiliser, du coup, évidemment. L'idée sur une manifestation comme ça, c'est d'accueillir 40, 50 000 personnes sur le week-end. Il y a quand même 25 000 motos qui sont présentes. C'est impressionnant. Incroyable. C'est extraordinaire. Il y avait des vieilles, il y a des vieilles Harley qui se déplacent. Bien sûr, il y a quelques-uns qui viennent avec des très vieilles Harley. Il y avait d'ailleurs une expo extraordinaire, un collectionneur assez connu dans le milieu qui a reconstitué pendant des années une collection mais extraordinaire de toutes les motos marquantes de l'histoire de la marque. Ici, ça allait jusqu'à la réplique de la petite cabane dans laquelle ça allait très très loin. Parce qu'ils ont commencé à bricoler dans la cuisine de leur mère, jusqu'au moment où ils ont mis le feu, et puis après ils sont allés dans le garage. Fait une petite cabane en bois. Donc il y avait William Harley et les frères Davidson qui en 1903 ont lancé ça. Donc là, ça allait jusqu'à la reconstitution de la cabane. C'est extra parce qu'en plus il y a le côté historique qui est très très sympa. Et on va jusqu'à aujourd'hui. Bon, faut dire qu'aujourd'hui, donc, il y a une nouvelle entrée de gamme avec des moteurs à refroidissement liquide. Alors, il y a les partisans et puis ceux qui aiment moins, mais moi, j'ai essayé, j'avoue que j'étais assez bluffé. Donc, aujourd'hui, une Harley, ça démarre à 15 000 €, en gros. Et le très haut de gamme, enfin, les trikes très haut de gamme, ça va jusqu'à 60 000. Voilà. Mais il y en a pour tous les prix. C'est ça qui est chouette. C'est qu'il y a vraiment pour tous les prix. Puis il y a le marché de l'occasion aussi. Marché de l'occasion. On trouve des Harley à des prix puis après, quand très on achète raisonnables. une Harley, le but, c'est de la customiser entre guillemets, c'est-à-dire de la personnaliser. C'est ça qui est sympa, c'est de pouvoir faire chacun sa moto. Voilà, ça c'est formidable. Bon, donc c'était bien alors. C'était formidable et moi je suis partant pour y retourner, bien sûr. Je vais essayer de me libérer pour la prochaine. Il faut que tu viennes, oui, non, mais ça c'est clair, c'est évident. Et moi je sens le gaz. Pas du tout, mais pas du tout. Moi, parce que c'est une motard. Mais je sais oui, bien. Mais là, j'ai envie qu'on me balade. Non, mais j'avais passé un petit mois à Marilyn, elle l'a même pas vu, où je lui disais, mais il n'y a aucun problème. Ah, bah très bien. Je signe. Ah, j'ai bien fait de venir. Merci beaucoup, François. Merci, François. On se retrouve dans un instant avec notre prochain invité qui nous parlera de ce grand rendez-vous qu'il organise, les Automobile Awards 2022. Et surtout, vous allez savoir quand et comment vous pourrez voter pour ce grand prix. À tout de suite, restez avec nous. Il est 12h34 sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron. T'as la banane toi, dis donc? C'est plutôt Lidl qui l'a. En ce moment, ils nous font kilo de banane à 99 centimes. 99 centimes le kilo de banane? Mais ils nous prennent pour qui? Pour des bananes, patron. T'es mal, hein? Bah, si vous le dites, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Lidl, nommé meilleure satisfaction client 2022, catégorie distribution alimentaire, étude Wisville 2022. Catégorie 1, variété Cavendish, calibre P20, origine Afrique, Amérique centrale ou Antilles françaises selon arrivage. Plus d'informations sur Lidl.fr. Quand vous achetez un paquet de pâtes, vous achetez aussi le paquet alors que vous ne mangez que les pâtes. Alors pourquoi vous achetez le paquet? Ça n'a pas de sens. Du 6 au 17 septembre, Biocop lance l'opération Vrac en Fête. Profitez de 15% de réduction sur tous les produits Vrac. Comme ça, vous ne payez que ce que vous consommez vraiment. Biocop, du bon sens et rien d'autre. Offre valable sur le vrac alimentaire et non alimentaire dans tous les magasins Biocop de France métropolitaine. Pour votre santé, bougez plus. L'instant Darty. Alors, chargé la rentrée? Ah bah avec mon nouveau smartphone, super chargé. C'est la rentrée chez Darty. Jusqu'au 25 septembre, le pack Samsung comprenant un smartphone Galaxy A13 noir de 64 Go et une coque de protection est à 189 € au lieu de 219. Commandez maintenant sur darty.com, c'est dispo dans 1 heure en magasin. Avec le pass Ligue 1 Prime Vidéo, faites-vous livrer la Ligue 1 Uber Eats avec plus de 300 matchs en direct, commentés par Thierry Henry et nos experts, pour seulement 12,99 € par mois, en exclusivité sur Prime Video.
Abonnement supplémentaire exclusivement pour les membres Amazon Prime. J'adore l'entrée Centracor. Ma déco à prix bas, qui sera trop cool chez moi. Fauteuil, bureau, rangement, mais je suis pris dans les bouchons. Et j'attends comme un... Mais n'attendez plus, c'est la rentrée déco chez Centracor. Rendez-vous dans l'un de nos 450 magasins ou sur centracor.com. J'adore aller chez Centracor. Centracor, bien plus que de la déco. En studio avec un message d'André de Metz. Avec la flambée des prix, je cherche en vain du bois pas trop cher pour cet hiver. Je perds mon temps? Mais non, André, Castorama est là pour toi. En ce moment, les palettes de bûches de chauffage de 30 ou 50 cm sont à prix coûtant. À prix coûtant. C'est le moment d'en profiter pour faire rentrer du bois pour l'hiver sans faire fondre ton budget. Du bois à prix coûtant? Alors là, je dis bravo Casto. En ce moment, chez Castorama, le bois de chauffage est à prix coûtant. N'attendez plus pour faire des économies avant l'hiver. C'est seulement jusqu'au 17 octobre. Castorama, changer nous fait avancer. Voir prix en magasin. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Marc. Qui, moi? Oui, Marc. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount, les crevettes sont à 8,49 € le kilo. 8,49 € les crevettes? Ah, ce soir, c'est cocktail de crevettes même pour les enfants. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Calibre 40-60 FE, élevé en Colombie ou Équateur ou Venezuela. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Marie-Lynn Hérault. On est de retour dans On parle auto. Vous êtes les bienvenus tous les samedis. C'est de 11h à 13h dorénavant sur Sud Radio. Et on parle aujourd'hui des Automobile Awards 2022 avec l'organisateur de ce grand rendez-vous. C'est Lionel Robert. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Bienvenue. Bonjour à tous, merci. Un nouveau tueur en série, puisque vous le savez, les tueurs en série, c'est toujours deux prénoms qui vont l'un derrière l'autre. Émile Louis, Pierre-Henri, Guy Georges, François Alain et... Merveilleux. Et Lionel Robert. Bon, ça y est, maintenant c'est un bon accueil, dit. Ça, Lionel, J'ai encore tué personne. Ça viendra peut-être. Mais... Ça va peut-être pas tarder. Il y a certaines têtes à la mairie de Paris, c'est vrai qu'on aurait envie de jouer au ball trap avec. Bon, on a peut-être une célébrité. Je vois pas de qui tu veux parler. Mais bon. Lionel, les Automobile Awards. Donc ça y est, là, on est en fin de dépôt des candidatures. Et en plus, il y a du monde cette année, c'est incroyable. Oui, 45 marques inscrites cette année. On est plutôt content du résultat parce que compte tenu quand même des crises qui courent de ci, de là, de tout ce qu'on a vécu durant l'été, de tout ce qu'on peut imaginer, de tous les problèmes qu'il peut y avoir liés aux problèmes d'approvisionnement justement, de livraison qui n'en finissent pas et autres. Bref, c'est plutôt un bel exploit d'avoir réussi à réunir 45 marques. Bon, on va rappeler pour constructeurs et 8 équipementiers. On va rappeler à ceux qui étaient sur la planète Mars ces derniers temps ce que sont les Automobile Awards. C'est en particulier pour Marie-Lynn qui... J'écoute, je suis voilà. toute oui, je bois vos paroles. Alors Marie-Lynn, les Automobile Awards, en fait, c'est un événement qui a pour vocation de récompenser les constructeurs et les équipementiers les plus innovants, les plus pertinents, les plus ambitieux de l'année. Très bien. Donc il y a une vingtaine de catégories à se partager. Tiens, on peut refaire un petit détail des catégories là. Un petit tour. Alors, allez. D'abord les catégories constructeurs. Ouais. Elles sont au nombre de 13. Alors on va dire les principales, celles qui font le plus parler. On a par exemple le SUV de l'année qui va être désigné. On a le meilleur rapport qualité-prix, ce qu'on appelle le good deal, la meilleure affaire de l'année. On a également la plus belle, évidemment, le design, le concept car de l'année, donc parmi les show cars qui ont été révélés en 2022, le supercar ou la supercar, évidemment, de l'année, la voiture la plus luxueuse, la plus performante. Des idées de cadeaux de Noël dans cette catégorie. Exactement. La voiture la plus, ce qu'on appelle le comfort car, la voiture la plus confortable, c'est-à-dire celle qui a amené en 2022 un élément d'équipement qui fait vraiment progresser le confort de vie ou de suspension, par exemple. La DS21. La DS21, exactement. Ouais, mais moi, c'est pas si idiot. J'en connais une dans la même marque là qui, pour moi, surpasse tout le monde en matière de confort. Laissez finir Lionel, j'écoute. Allez, on veut les pas influencer Lionel. Je continue très vite. La sécurité, là pour le coup, c'est la voiture qui cette année aura apporté un vrai plus en matière de sécurité, active ou passive, voilà. Idem pour la connectivité, parce que ça devient vraiment un élément essentiel maintenant de nos automobiles. Et puis bien sûr, on a évidemment la voiture électrique de l'année, toutes catégories confondues. Et puis cette catégorie qui est un petit peu à part, mais à laquelle je tiens beaucoup, qui s'appelle Green Tech, qui est la voiture, je dirais, la plus innovante en matière de respect de l'environnement, hors full électrique.
parce qu'il n'y a pas que de l'électrique dans la vie, comme vous le savez, pour pouvoir faire de belles économies, on va dire, de CO2. Donc c'est important aussi de récompenser les motorisations alternatives à l'électrique. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour les constructeurs. Voilà. Et puis il y a surtout, évidemment, bien sûr, ce grand prix qui va être désigné par le public, voilà, et là qui va désigner la voiture que les Français ont préférée, toutes catégories confondues, en 2022, et qui donnera lieu à un vote sur le site des Automobile Awards. D'accord. Et on peut voter à partir de quand ? On peut voter à partir du 1er octobre, donc sur automobileawards.com, voilà. Et parmi tous les votants, 10 seront tirés au sort pour venir assister. Pour gagner la voiture. Alors la voiture, pourquoi pas, c'est le constructeur qui s'arrangera avec eux. Moi, plus modestement, je vais les inviter à participer à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 8 décembre à l'Automobile Club de France à Paris. L'Automobile Club de France qui est le parrain des Automobile Awards. Très chouette. D'ailleurs, voilà François garde un bon souvenir de la remise des prix l'année dernière, puisqu'il a attrapé le Covid à la soirée. Donc il est impatient d'y retourner. Que j'ai chopé le Covid, donc je te remercie. Alors c'est vrai qu'ils seront, a priori, je l'espère en tout cas, tous démasqués ce soir-là. Bon alors on a parlé de certains prix, mais il y en a d'autres, hein. Alors, il y a aussi les équipementiers à ne pas oublier quand même, hein, avec notamment l'équipement de l'année, qui sera le prix Mobiliance, qui sera donc remis cette année, qui désignera finalement l'équipement qui a le plus marqué, toutes catégories confondues, l'univers automobile cette année, que ce soit en matière de sécurité, là encore pareil, de connectivité, d'innovation en tout genre. Ça peut être aussi un pneu, puisque on élit également le pneu de l'année durant les Automobile Awards. Voilà. Bon, François aussi veut participer pour le pneu de l'année. Hein. Il nous montre son ventre, je comprends pas pourquoi. Mais non, François. C'est l'autodérision, il faut. J'en cite une autre petite, quand même, un autre prix auquel je tiens beaucoup, c'est la marque de l'année, parce que la marque de l'année, parmi les constructeurs automobiles, celle-là, elle est désignée par les DG, les CEO, les masterchefs. Donc les patrons de l'automobile élisent la marque de l'année. Et on va le rappeler, l'an passé, c'est quand même Tesla qui a été élu, alors que Tesla ne participait pas aux awards. Ah bon ? Tout à fait. Ça témoigne de l'indépendance de ce jury. C'était ma question, savoir si c'était indépendant, tous ces votes-là, effectivement. Oui, complètement. En fait, les DG qui s'expriment, évidemment, leur vote est tenu secret parce qu'ils n'ont pas forcément... parce qu'ils auraient tous été virés. Ils votent pour BMW et vice-versa, par exemple, évidemment. Mais en général, ils jouent le jeu en toute, je dirais, indépendance. Transparence, oui, même. Transparence, exactement. Et ça nous désigne, du coup, la marque qui, et en général, ils ne se trompent pas, hein, la marque qui les a le plus séduits, marqués, pour le coup, durant l'année. Et donc là, évidemment, tout le monde participe, bien sûr. Voilà, et puis alors on peut effectivement parler d'un autre prix, alors pour le coup en marge des constructeurs et des équipementiers, qui sera un trophée qui nous est cher, puisque c'est à la fois votre partenaire et le nôtre, le trophée Roule, qui désignera en fait la société, la start-up, l'entreprise qui aura été le plus pertinent, là encore pareil, le plus innovant, le plus intéressant en matière de mobilité solidaire. Et ça, Dieu sait si c'est important, en fait, de pouvoir subvenir, de pouvoir aider tous ceux qui, malheureusement, n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer, parce qu'une voiture, ça reste cher, à la fois à acheter et à entretenir. Et il y a comme ça beaucoup d'entreprises qui se consacrent à ça et qui, je dirais, ont pour vocation d'aider toutes ces personnes. Et parmi celles-là, on en désignera une qui remportera le trophée Roule, qui sera remis, en fait, ce sera de manière assez sympathique, puisque les 3 qui auront été sélectionnés viendront pitcher, comme on dit, pour une start-up. Elles viendront pitcher durant la cérémonie de remise de prix. Et c'est l'audience présente ce jour-là. Ce sont les gens dans la salle qui sont tous des professionnels de l'automobile, notamment des représentants des marques automobiles, qui éliront la start-up qui brille le plus en matière de mobilité solidaire. Merci beaucoup. On a appris tout ça. Et ça m'a donné envie de venir. Monter une petite association, ça s'appellera Offrez une Aston Martin à Jean-Luc Moreau. Est-ce que je pourrais participer justement dans la catégorie solidaire ? Oui, parce qu'il le mérite. Oui, merci. Sauf qu'elle sera au 1,43e, mais ça on lui a pas encore dit. Donc. En tout cas, l'animateur expert automobile de l'année, moi je vote Jean-Luc Moreau. Ce sera mon vote, ma petite contribution. Merci beaucoup Lionel Robert. Vous êtes organisateur des Automobile Awards 2022. On se retrouve dans un instant avec un rendez-vous que vous adorez. C'est quelle auto choisir ? À tout de suite, restez avec nous. Il est 12h45 sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto.
Quelle auto choisir? Bienvenue dans On parle auto et c'est quelle auto choisir sur Sud Radio. Et bonjour David, comment Jean-Luc peut vous aider aujourd'hui? Alors tout simplement en m'aidant de ses connaissances. Bonjour Je croyais que Jean-Luc. vous alliez dire en m'envoyant un chèque. Quelle auto choisir? Généralement c'est nous qui devons vous envoyer un chèque. Non, non, François Alain accepte de payer aujourd'hui. Il a dit c'est open bar. Donc allez-y, et c'est lui qui paiera votre voiture. Ah bah très bien alors. Allez-y, lâchez-vous. Vous avez discuté un petit peu en amont de l'émission avec un autre auditeur des hybrides Toyota ou Lexus qu'on pouvait faire rouler à 50-50 avec de l'éthanol. Oui, alors ça, évidemment, les gens de Toyota vont m'appeler lundi matin en disant « faut arrêter de dire ça hein ». Bon, voilà. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y en est des autres constructeurs motoristes qui font de l'hybride, notamment Honda, qui est aussi un très bon motoriste. Oui. Alors, Honda, à chaque fois, j'en ai parlé X fois avec eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y en a un qui a eu un problème avec l'alcool dans le passé. Ils ne veulent pas entendre parler d'éthanol sur leur moteur. Mais vraiment. Ils n'aiment pas l'alcool. Hein. Je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Ah, ils deviennent sous rouge. Je vais pas vous raconter des soirées au Japon où on a fait boire le board de certains constructeurs et on s'est retrouvé au karaoké après. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça sera une autre émission. Ouais. Je vais chercher les photos. On ira. On s'invitera, je sais où, l'après-midi sur Sud Radio. Chez Brigitte. Bon, les gars, alors allez, pour revenir à des trucs sérieux, non, par exemple Honda, quand on leur parle d'éthanol, ils deviennent tout rouges, hein, voilà. Ils veulent pas entendre parler d'éthanol. Et pourtant leur moteur, alors ça c'est les gens qui installent les boîtiers, eux ils disent ça marche très bien sur les Honda, mais Honda veut pas en entendre parler. Si vous mettez demain un boîtier éthanol ou que vous roulez à l'éthanol sur une Honda et que vous l'emmenez chez un concessionnaire, il va vous dire j'en veux pas de votre voiture. D'accord. Voilà. Tout comme le ferait Toyota. Toyota le fait aussi. Hein. Toyota le fait aussi. Mais... Et tous les constructeurs sont un peu réticents quand ils voient un véhicule avec un boîtier. Mais complètement. Mais bon. Mais mécaniquement, ça passe. Mécaniquement, ça passe, mais ils veulent pas le faire. Bon, cela dit, après, je sais pas quel type de voiture vous souhaitez acheter. Eh bien, justement, je regarde un petit peu là sur un site bien connu de tout le monde pour qui arrivent au coin de la rue pour trouver des voitures. Oui. Et en fait, étant donné que je voyais aussi de l'hybride Honda, je me posais la question de savoir si on pouvait, puisque le but, bien sûr... Parce que ça dépend de votre budget. Si vous avez un gros budget, la dernière Honda... Non, c'est un petit budget de moins de 10 000, puisqu'on change un gros diesel, un espace 4 diesel contre une petite citadine hybride. Oubliez, je vous explique pourquoi. Parce que si vous voulez une hybride Honda, ça sera une Jazz hybride, mais ancienne génération. Alors autant la nouvelle, elle est vraiment aboutie, autant la première Jazz hybride, c'était de l'hybride light. Donc, comparé à une Toyota Yaris hybride qui est une full hybride, vous n'avez ni le même agrément, ni une consommation aussi basse. Y a pas le seul intérêt de la première Jazz hybride, c'est qu'il y a plus l'habitacle est plus grand, vous avez une modularité qui est plus grande, en particulier sur les sièges arrière qui peuvent se relever dans tous les sens, c'est bien foutu. C'est le seul avantage de cette voiture par rapport à la Yaris hybride. Et puis l'offre de Yaris hybride étant très abondante, n'allez pas vous embêter à chercher une Jazz hybride ancienne génération, alors que vous pouvez en avoir une mieux pour le même prix. D'accord, très bien. Voilà. Donc, est-ce que je peux me permettre de vous poser une autre question? Oui, allez-y. Toujours sur l'hybride. Pour moi, je suis un gros rouleur. Je fais 75% de trajet autoroute. Je peux faire entre 100 et 1000 km par jour. Ça sert à rien d'avoir une hybride alors. Voilà, parce que si vous faites de l'autoroute, vous achetez un diesel et puis voilà. La question elle est tranchée vite fait. Là pour l'instant je roule à l'éthanol, donc je pensais recommencer prendre parce que la ZFE toulousaine la Yaris hybride, c'est pour faire de l'autoroute? Non, la Yaris hybride c'est pour ma compagne, mais comme je dois également changer de véhicule dû au ZFE parce que j'ai des clients en centre-ville. Donc c'est une voiture neuve que vous allez acheter? Je pensais une occasion récente. Une occasion récente, si vous trouvez une Ford éthanol d'origine, prenez ça. C'est le budget kilométrique sur l'autoroute, vous trouverez pas plus bas. Ok, très bien. Donc c'est bien ce que j'avais entendu que porter des batteries sur autoroute, ça sert à rien. Oui, exactement. Sur la Yaris hybride, juste un détail, quand vous allez la choisir, prenez avec des roues de 15 pouces. Parce que si vous prenez avec les roues de 16, la voiture braque beaucoup moins bien.
Donc pensez à ça. C'est vrai. C'est un détail qui n'est pas du tout un détail. Mais qui veut dire surtout en ville. Si elle fait de la ville avec, c'est très important. Très bien. Donc route 15. Merci beaucoup David, en tout cas nous avoir appelé. Marilyn. On vous souhaite un bon achat, on vous embrasse et bon week-end. Et on arrive à presque la fin de l'émission, Jean-Luc, ça passe trop vite et on fait un point sur l'actualité de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Dans les news de la semaine, Jean-Luc, la première Jeep électrique s'appellera Avenger. Ouais, aucun rapport avec le super-héros de Marvel, même si le nom Vengeur à Avenger en anglais, puisque tout le monde est fluently in English ici. C'est pas innocent pour cette dernière Jeep, qui est la première 100% électrique de l'histoire. Son lancement est prévu en Europe dans le milieu de l'année prochaine. Il s'agit d'un petit SUV compact de 4,24 m de long qui offrira 400 km d'autonomie, sera fabriqué en Pologne, reposera sur la plateforme du Peugeot 2008 électrique. C'est une des nouveautés que vous pourrez voir à l'occasion du Mondial de l'Auto de Paris qui se déroulera du 17 au 23 octobre prochain. Et les voitures chinoises n'ont plus rien de cercueil roulant selon Euro NCAP. Oui, Euro NCAP. On se souvient des résultats catastrophiques des premières voitures chinoises testées par l'organisme indépendant. Mais ça, c'était avant. Désormais, les nouveaux modèles sont largement au niveau des productions européennes. Ainsi, le groupe Great Wall Motor obtient 5 étoiles Euro NCAP pour sa compacte Funky Cat de la marque Aura et 5 étoiles également pour son SUV hybride rechargeable Coffee One, commercialisé sous la marque Way. Les deux chinoises font mieux que toutes les marques européennes au crash test. Mais il reste encore derrière la Model Y de Tesla qui bat tous les records avec un score moyen de 92% du jamais vu. Et si vous êtes curieux, une fois encore, ces deux voitures, la Funky Cat et puis la Coffee One, vous la verrez au Mondial de Paris. Et Jean-Luc, le prix de l'électricité va-t-il plomber les ventes de voitures électriques ? Ah, voilà une question qui est bonne. C'est vrai qu'avec un prix du mégawattheure adossé sur celui du gaz, les tarifs sont envolés depuis le début de la guerre en Ukraine, fin août. Le prix de gros de l'électricité pour 2023 en France a atteint 1100 € le mégawattheure contre 85 € un an plus tôt. Alors toutefois, pour les recharges à domicile, c'est-à-dire 81% des cas, le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement jusqu'ici limite l'augmentation de l'électricité à 4%. Il devrait être pérennisé, c'est ce qu'on nous a dit, pour que l'augmentation en 2023 soit contenue et raisonnable, je cite. À domicile, une recharge électrique, ça coûte environ 2 € pour faire 100 km. Alors même s'il y a une augmentation conséquente et qu'on passe à 3 € pour faire 100 km, c'est moins que pour un véhicule thermique qui coûte entre 10 et 15 € pour faire la même distance. Alors en revanche, les recharges rapides sur autoroute risquent de devenir plus chères qu'un plein d'essence. C'est déjà le cas en Angleterre, on a vu de nombreux papiers sur ça. On revient à ce que nous disions depuis longtemps dans cette émission, les voitures électriques, c'est pas fait pour faire des grandes distances sur l'autoroute. Et va-t-on manquer d'AdBlue pour les diesels pour finir ? Alors pour commencer, on va rappeler ce que c'est que l'AdBlue. L'AdBlue, c'est un additif qui permet d'éliminer les oxydes d'azote sur les diesels les plus récents. Sans lui, le calculateur empêche la voiture de démarrer, donc il est indispensable. Or, la fabrication de l'AdBlue est une grosse consommatrice de gaz, encore une fois, et certains producteurs de cet additif n'ont plus d'autre choix que d'arrêter la production. Le risque, c'est donc une pénurie. Il devrait toucher les poids lourds en premier, mais aussi le parc des voitures Euro 6, c'est-à-dire les plus récentes. Alors j'ai peut-être une solution quand même, parce que l'AdBlue est fabriqué à base d'urée, et on est tous des gros producteurs d'urée. Oh mon Dieu. Ah bah dis, c'est bien pour finir l'émission. 12h56 sur Sud Radio. Bon appétit. On parle auto, c'est fini. Vous nous parlez de quoi la semaine prochaine avec Laurence ? Alors la semaine prochaine, on va parler de plein de choses bien. La semaine prochaine, on va faire déjà une grosse demi-heure à la fin de l'émission classique, puisqu'il y a plein d'événements. C'est déjà la semaine du patrimoine. Donc c'est les journées du patrimoine samedi et dimanche. Donc on parlera de ça. Il y a également en Angleterre Goodwood, festival absolument fabuleux qui concerne les voitures classiques. Les remparts d'Angoulême. Exactement, il y a les remparts d'Angoulême, on en parlera aussi. On parlera du dégonflage des pneus sur les SUV, est-ce que c'est légal ou pas et qu'est-ce qu'on risque si on le fait. Et puis Rémi Jossom sera là, notre avocat préféré. On parlera d'un sujet que vous allez adorer, les PV des vacances. Quand on revient avec dans sa boîte aux lettres, il y en a épais comme ça. Voilà, ouais. Eh ben écoutez, merci Jean-Luc. On retrouve donc Laurence Perrault et vous, Jean-Luc Moreau, samedi prochain à partir de 11h. Et vous retrouvez tout sur la page YouTube de Sud Radio ou en podcast sur le site de Sud Radio. À venir, Invino, le magazine du vin avec Alain Marty de 13h à 13h30. Et puis vous suivez aussi la deuxième journée du Top 14 à 15h sur Sud Radio. Bonne journée et bon week-end. À bientôt, Jean-Luc. Marilyn. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Marilyn Hérault. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.